Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour assister à cette table ronde autour du sexisme ordinaire et finalement comment le combattre. Donc je suis ravie d'être là. Je m'appelle Alice Noret et donc je serai présentatrice ce soir avec Patrice Robert qui est également co-organisateur. Nous faisons partie de Génération, qui est un parti politique qui existe depuis 2017. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'organiser cette formation. Alors, pour cette formation, nous allons avoir 3 intervenantes ici présentes que je remercie fortement d'être venues. Merci à vous 3. Tout d'abord, Colline Hervé, qui est militante et formatrice à Nous Toutes, donc formatrice sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a des formations Nous Toutes en ligne à peu près tous les mois, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez. Elle a travaillé dans plusieurs ONG à l'international, sur les questions de justice sociale en général. Ensuite, nous avons Magali Contarini, bonjour Magali, qui est experte dans le marketing digital et la communication, et donc qui est co-créatrice avec Marlène Fricht de la page Instagram Unité, qui parle de féminisme et de développement du potentiel féminin en général. Enfin, nous avons Marie-Noëlle Bas, bonjour Marie-Noëlle, qui est militante féministe depuis 25 ans et donc présidente de l'association des chiennes de garde. Voilà, donc pour le déroulé de cette soirée, nous allons partir sur 3 thèmes différents, chaque thème présenté par une de nos intervenantes. Premier thème, ce sera autour du harcèlement de rue, et c'est Colline qui va commencer. Ensuite, nous parlerons de la charge mentale, et donc du coup ce sera Magali qui va nous présenter cette partie. Et enfin, Marie-Noëlle nous parlera des stéréotypes sexistes et de leur déconstruction. Donc, sans plus attendre, je vais leur passer la parole et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. Alors, j'ai l'honneur de commencer ce lancement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et je trouve que d'être ici et en même temps à la base, c'est absolument génial de pouvoir boire un verre et puis de pouvoir parler de ces sujets-là qui me semblent si importants. Voilà, et donc moi j'avais envie de commencer ce sujet en définissant le harcèlement de rue, même si on sait, peut-être pas on sait pas, mais on se doute que ce sujet-là, le harcèlement de rue, recouvre une pluralité de situations qui est parfois minimisée et peu prise en compte parce que souvent traité un peu comme quelque chose de pas grave. Donc si je définis, et j'ai pris mes petites pompes, désolée pour ça, le harcèlement de rue, si je le définis, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante ou hostile ou irrespectueuse. Donc je voulais juste poser ces bases-là parce qu'en fait, ça c'est la définition du harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue, souvent, on arrive, on retrouve ses amis et on se dit, j'y avais un frotteur dans le métro ou il y a un mec qui m'a mis une main en fesse, je suis saoulée, mais vas-y, je vais boire un verre. Et en fait, c'est pour ça que je voulais partir de cette définition-là qui est trop importante pour ne pas être mise en avant et pour qu'on puisse continuer à banaliser justement le harcèlement de rue et un peu être dans le déni de ce que ça peut représenter. Voilà, donc les exemples que j'ai pu citer là, ce sont des exemples qui aujourd'hui sont, et qui l'étaient avant, mais ça dépend lesquels et on les verra, qui aujourd'hui sont condamnables depuis la loi de juillet 2018 en particulier. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. C'est que le harcèlement de rue est condamnable, punissable. Lors des différentes formations de Nous Toutes, j'aime bien mettre en avant les 7 différentes thématiques de violence qui sont mises en avant. Vous me direz, c'est un peu bizarre de quantifier ça et de classer ça, parce qu'en plus, elles sont classées en fonction d'une pyramide. L'idée, c'est pas, en effet, de caractériser les violences comme étant plus importantes ou moins importantes, ou comme touchant plus ou moins. Mais en tout cas, elles sont graduées en fonction de la gravité, dans le sens où de la manière dont elles sont punies par la loi.
Et donc je repartais de ça pour justement pas partir sur un débat sur le harcèlement de rue, sur comment est-ce qu'il est pris aujourd'hui dans la société, même si je reste persuadée qu'il y a un fort déni sur cette thématique-là. Donc si je citais les 7, j'avais prévu que ce soit participatif et vous puissiez me les dire. Je ne sais pas si là, ça s'y prête vraiment. Bon, du coup, je pense que je vais les lister et ensuite on partira sur les différentes questions, si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, il en existe 7 qui sont les agissements sexistes, outrage sexiste, injures publiques sexistes, harcèlement sexuel, atteinte volontaire, agression sexuelle et viol. Ça, ce sont les 7 types de violences qui sont décrits et qui sont ensuite caractérisés par la loi et définis dans les différents codes. Voilà, donc sans rentrer dans les détails juridiques de ce que ça peut être, mon point là, de repartir du juridique, c'est que ce sont des violences qui sont condamnables et qui ne doivent pas avoir lieu, mais qui surtout ne sont pas des attouchements, qui ne sont pas un frotteur dans le métro. Un frotteur dans le métro qui met une main aux fesses de quelqu'un, c'est un agresseur sexuel. Et ça doit être dit et redit parce qu'on s'en rend plus compte à force. Et je pense que c'est important. Bon, j'aurais suffisamment insisté sur ce point-là. Voilà. Et donc, pour juste se donner un peu le contexte, un agissement sexiste, c'est régi par le Code du travail. Parce que c'est comptabilisé que dans le Code du travail. Ce terme-là s'applique au travail. Et donc, je ne savais pas, moi, avant, que l'agissement sexiste et l'outrage sexiste, c'était 2 choses qui étaient finalement presque similaires, mais qui étaient régies par 2 codes différents, le Code du travail et le Code pénal. Donc, quand on rentre dans le Code pénal, c'est que c'est plus juste un frotteur du métro. Donc, l'agissement sexiste est lié, du coup, au sexe de la personne et qui porte atteinte à la dignité de la personne au travail. Ensuite, on a l'outrage sexiste, qui est plutôt qui caractérise des propos sexistes à connotation sexuelle et qui porte atteinte à la dignité ou qui crée une situation offensante. Et ça, c'est donc l'outrage sexiste. Par exemple, elle est sympa cette jupe, vas-y, on monte, ou tout autre type de phrase qui peut y ressembler. Ça, c'est ce qu'on appelle un outrage sexiste. Et c'est puni par la loi. Donc cette phrase-là est punie par la loi. Et puis on arrive à l'étape aussi d'injures publiques sexistes. Et là, on arrive à l'expression outrageante qui est liée au sexe et pouvait être entendue par un public. Donc quand, dans la rue, on peut se faire traiter de salaud, de salope, c'est une injure publique sexiste. Voilà, donc c'est juste pour remettre en perspective que ce petit mot-là balancé dans la rue, c'est pas anodin et c'est punissable par la loi. Là, je suis dans les premières violences de la pyramide et donc ensuite harcèlement sexuel, atteinte volontaire, agression sexuelle et viol. Du coup, je reviens juste sur celle d'agression sexuelle puisque les autres ne peuvent pas être caractérisés comme harcèlement de rue. Et donc, si je veux rester dans mon sujet, je vais rester sur cette thématique-là. Et donc, vraiment, je voulais revenir sur ça parce que pour moi, tous ces étages, ils sont reliés entre eux. On part d'un niveau qui autorise toutes les autres. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de mettre en perspective un agissement sexiste et un viol. Les réalités sont différentes. En revanche, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on appelle le continuum des violences. Ça veut dire qu'en fait, chaque acte de violence est autorisé autorise un niveau supérieur à chaque fois de violence. Et donc, ça prend une étape, et une étape, et une étape. Et donc, ça se fait que, justement, dans la société, ça devient banalisé et qu'il y a ce sort de déni. Et donc, c'est pour ça que le harcèlement de rue est un concept assez intéressant parce qu'il recouvre vraiment une pluralité de situations et que plus on mettra des mots juridiques sur ce que ça représente, et moins on pourra le banaliser et facilement
aller boire des verres ensuite. Voilà, donc ça c'était les premiers points que je voulais aborder. Et je voulais revenir sur un point important sur comment est-ce qu'on agit. Parce que là, je vous ai fait le topo juridique. On peut se dire c'est un peu complexe, mais en fait, c'est vraiment des points assez simples. Et ça permet aussi d'élever le débat quand on arrive et qu'on a des potes qui sortent du métro et qui viennent nous retransmettre ça quand on est autour d'un verre. Voilà. Et comment est-ce qu'on agit? Parce qu'on est quand même à la base, et la base, c'est quand même un endroit qui essaye de créer des solutions et qui essaye d'agir. Comment est-ce qu'on fait? J'imagine que peut-être que vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, il y a une technique qui est très simple, ça s'appelle les 5 D. Les 5 D, c'est distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Alors, je vais revenir dessus. C'est des techniques qui sont assez simples pour comment est-ce qu'on agit, par exemple, dans le métro ou dans une situation, dans un bar où ça se passe mal. Distraire. L'idée, c'est d'arriver à distraire, à agir sur la scène sans qu'on ait l'impression qu'on agit. Je m'explique. On voit qu'il commence à y avoir... harcèlement, on appelle de rue, entre deux personnes dans la rue. On voit que là, en l'occurrence, une femme se sent très mal à l'aise. On va distraire la personne. Soit on s'intéresse directement ce qu'on appelle le harceleur, soit directement à la victime. On arrive vers le harceleur, on lui dit « Ah, bah tiens, je crois bien que je te connais, on était à la fac ensemble. » Ou on s'adresse directement à la victime en lui disant « Ah, ben, j'aime bien ton manteau, tu l'as acheté où ?» Et là, on distrait complètement la scène. Et là, on agit dessus. Et en fait, on est tous et toutes, je pense, capables ici de faire ce premier dé. Il y en a certains autres qui sont parfois plus compliqués parce qu'il faut faire un peu violence. Mais là, enfin, violence, c'était pas le bon terme. Du coup, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, ce premier dé, distraire, c'est assez facile. Ou alors, on bouscule, on fait pas exprès, on distrait, on casse la scène. Et là, la scène, normalement... s'étiole et n'existe plus. Ensuite, il y a déléguer. Alors, du coup, parfois, en fonction de la scène, on peut se dire « j'y arriverai pas seul ». Et là, on a besoin d'avoir des alliés. Donc, on va chercher les gens qui travaillent au bar, on va chercher les personnes qui travaillent dans le lieu dans lequel on est. Ou si on se trouve dans le métro et qu'on se sent complètement sans ressources pour pouvoir agir, eh bien, on essaye de voir qui autour de nous peut agir. La personne qui est beaucoup plus baraque que nous et qui a la force d'intervenir. Si on voit que ça dégénère, eh bien, on va chercher de l'aide. Et là, on délègue aussi. Et puis, documenter. Alors ça aussi, c'est un truc, on a tous nos téléphones portables aujourd'hui. Si on voit qu'il y a une scène qui est particulièrement... où on se dit, il va falloir des preuves, on a nos téléphones, on filme des endroits pour se souvenir, le nom de la rue, le lieu, je ne sais pas comment la personne était habillée pour pouvoir se souvenir des couleurs autour, etc., etc. On peut filmer, enregistrer, prendre des photos. Attention, on a le droit de faire ça que lorsqu'il y a un danger ou un potentiel danger. C'est-à-dire que si la personne ne va pas porter plainte et que du coup elle ne peut pas utiliser ces rushs-là que vous avez faits, vous ne pouvez pas vous en servir pour les balancer sur les réseaux sociaux. C'est vous qui allez devenir une personne potentiellement où on va pouvoir porter plainte contre vous si vous faites ça. On n'a pas le droit de diffuser ces infos-là sur les réseaux sociaux de cette manière-là. Donc, vous les gardez pour vous, vous les effacez si la personne ne les veut pas. L'idée, c'est de les garder quelques jours quand même après pour pouvoir faire en sorte qu'on ait de la matière si jamais la personne a envie de porter plainte. Alors ça aussi, c'est pour ça, le premier dé, je vous disais, il est très simple. Le deuxième, il faut déléguer, donc il faut aller voir les gens. Et parfois, ça demande de sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours évident, mais c'est faisable. Ça aussi, on peut avoir un peu peur de le faire. Mais du coup, si on se retrouve dans un lieu qui est un bar, il y a plein de gens autour. Et donc, du coup, on peut créer ces preuves-là. Et puis ensuite, diriger. Là aussi, des fois, on se dit, mais j'en serais pas capable. Mais ça permet quand même de casser une situation assez rapidement. Et surtout de stopper si on voit que l'acte est
trop engagé. Un exemple, on est dans le métro et une personne se met à toucher la cuisse d'une autre. Là, on peut intervenir en disant « bah non, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas évident parce qu'il y a tout un mécanisme qui fait que parfois c'est difficile d'intervenir. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, et surtout en hurlant, en très fort, en parlant fort. Comme ça, au moins, ça alerte toute la rame de métro et on se sent beaucoup moins seul. Et puis surtout, le mec en face ou la nana se sent beaucoup moins, enfin, se sent très con et s'arrête en général. Il peut y avoir la situation où la personne se met à hurler, à être en colère. Là, vous adaptez la technique de je ne t'entends pas, je ne te vois pas, il ne se passe rien. Et du coup, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence. La personne va s'énerver, aussi bien, elle va retomber toute seule, elle s'en ira, et vous aurez cassé la scène. Et puis, dialoguer. Et là, c'est le dernier D qui est hyper important parce que lorsqu'une personne a subi ces violences-là, elle n'est pas forcément très en forme. Les gens réagissent de manière plus ou moins différente. Et là, il ne faut pas hésiter à lui dire « j'ai vu la scène, je suis d'accord avec toi, je te soutiens, ils n'avaient pas le droit, c'est pas normal ». Et comme ça, au moins, ça réconforte la personne et elle galère pas pendant des mois à se dire « mais aussi bien, j'aurais pas dû m'asseoir là, j'aurais pas dû faire ça ou ça ». Et vous avez une action et un jeu qui vous paraît minime, mais qui a une force qui est énorme. Et puis, du coup, cette personne, à un moment donné, elle va pas vouloir vous approcher trop près, parce que vous allez pouvoir peut-être vouloir la réconforter en lui disant « vas-y, je te prends dans mes bras, vas-y, on va boire un verre ». Non, enfin, si la personne n'a pas envie, du coup, n'insistez pas. Elle est souveraine et du coup, elle décide. Même si, évidemment, on se dit, elle va pas bien, lui va pas bien, je peux pas le laisser ou la laisser repartir comme ça. Ben, si. Et là, on arrive à la limite de mes 4D, mais n'empêche que vous aurez fait votre part de travail là-dedans et vous aurez stoppé quelque chose qui est particulièrement violent. Voilà, donc les 5D qui distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer, parce que ça laisse des traces et que c'est une manière d'agir qui est très forte et qui est vraiment pas négligeable. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Colline. J'ajouterais une chose, c'est qu'il y a un article dans la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de refuser les plaintes. Donc si jamais il y a une personne qui veut porter plainte, que vous l'accompagnez ou que vous-même voulez porter plainte, la police n'a pas le droit de refuser votre plainte. Voilà, c'est dans la loi. Ils ont beau essayer de vous dissuader ou de vous dire de poser plutôt une main courante, on n'a pas le droit de refuser une plainte, dans tous les cas. Et donc, comme l'a dit Colline, tout ce dont elle a parlé, en fait, c'est régi par la loi. Donc, ça veut dire qu'on peut porter une plainte contre des agissements sexistes, contre du harcèlement sexuel, contre des agressions sexuelles, évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous voulez participer un petit peu suite à ce que vous a présenté Colline? Bonsoir, merci beaucoup déjà pour les 4D, mais j'ai eu l'impression que là c'était comme on agissait de l'extérieur. Et moi je me pose la question, quand c'est nous, en fait, la victime de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire si personne ne fait cette part-là? Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, les 5D, ils peuvent être valables pour vous aussi. Vous pouvez faire la même chose. Alors c'est moins facile quand il n'y a pas de personne extérieure, mais vous pouvez distraire en bousculant une personne à côté de vous. Vous pouvez déléguer en allant voir une personne. Et alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que justement là on se sent dans un état où on se dit qu'on n'a pas la force de distraire, on n'a pas la force de déléguer, mais documenter par exemple, dire ça y est, mon téléphone il est en mode écoute là. Voilà. Et donc, quand on reste en tout cas sur la situation d'harcèlement de rue, souvent on a la possibilité de prendre son téléphone et de l'activer. On a
possibilité de bouger parce qu'on a encore cette force-là. Et je ne veux pas m'avancer parce qu'évidemment, ça dépend des personnes, et voilà. Mais il faut se rappeler que ces 5D, ils nous sont valables pour nous aussi. Pareil, quand on disait de parler très fort, ça aussi, ça peut être un très bon élément pour vous. Parce que vous cherchez des alliés comme ça. Et donc, plus vous parlez fort, plus vous attirez aussi les regards et le monde autour de vous. Mais je plaide pour que de plus en plus on se serve de ces 5D et qu'on arrive à les appliquer. Je voulais juste rajouter un petit point. Parfois, c'est pour ça que je disais, parfois quand la situation se passe entre une victime femme par un agresseur homme, qui se désigne en tout cas, quand c'est un homme qui veut intervenir, parfois il va se dire bon, moi je vais aller voir directement la victime et je vais lui parler. Et parfois on peut se dire mince, je vais passer pour un deuxième agresseur, donc du coup en fait on peut très bien aller voir l'agresseur en question. Et c'est pour ça que tout à l'heure je prenais l'exemple de on a été à la fac ensemble ou je sais pas quel sujet, comme ça au moins ça permet à la personne de s'en aller facilement ou d'attendre cette personne-là parce qu'elle en a envie ou besoin. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? N'ayez pas peur, il marche pas. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Colline. J'ajouterais aussi pour finir qu'il y a, si on est victime et qu'on n'agit pas comme on se dit oh, j'aurais dû agir comme ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on ne sait jamais comment on va réagir à une situation de stress extrême ou à une agression. Et en plus, il y a aussi un effet qu'on appelle l'effet de sidération, qui fait que en fait, c'est notre cerveau qui bloque toute réaction. Et donc, on ne peut absolument plus rien faire. Donc, quand on est victime, de toute façon, c'est absolument jamais notre faute, quelle que soit la manière dont on a réagi. Voilà pour finir sur ce sujet. Mais écoutez, je vous propose de passer à la seconde partie, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est encore moi, désolée. Non, mais je réfléchis parce que donc moi, je travaille à la base. Et en fait, on a parfois des sujets de gens qui nous reportent après une soirée que justement, il y a eu un harcèlement, peu importe le degré. Et il y a aussi toute cette question de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes ensuite qu'on identifie, comment est-ce qu'on leur explique potentiellement que ce qu'elles ont fait, ça se fait pas, avant de juste leur dire, genre, tu ne reviens plus jamais ici. Parce qu'il y a des choses peut-être qui peuvent s'expliquer avant d'arriver à ce point-là. Et donc, c'est aussi cette question de comment on fait... du pédagogique quand on peut, parce que quand on est victime, on ne peut pas forcément, mais voilà, en tant que lieu, si on revoit une personne arriver, qu'on lui dit on est au courant de telle situation qui s'est passée la dernière fois, bon, il y a des excuses et ce genre de choses qui peuvent arriver, mais aussi, voilà, en fait, on s'explique pourquoi en fait, ce n'est pas possible et pourquoi ce n'est pas banal ce que tu as fait, et pourquoi ce n'est pas OK. Comment est-ce qu'on lui explique à lui, à la personne en tout cas, que c'était pas bon, quoi. Il y a reprendre les faits, étape par étape, expliquer justement la loi, ce qui est OK ou ce qui l'est pas, comment est-ce que juridiquement ça peut être puni, et donc du coup ça donne aussi une certaine poids et importance. Et justement, le poids des mots a toute son importance. Quand tu lui dis, là, t'as mis une main aux fesses, c'est franchement pas bon. Et si tu lui dis, en fait, tu as commis une agression sexuelle qui est passible, qui est punissable dans le code pénal, tout de suite, il va sûrement sentir déjà une proportion assez différente. Et donc, moi, je suis en tout cas beaucoup sur l'éducation de ces sujets-là. Et je trouve intéressant de se dire, l'idée, c'est pas de dire tu ne reviens plus jamais. Par contre, évidemment, une fois qu'on t'a expliqué tout ça et que la deuxième fois ça se passe, il y a vraiment une problématique. Donc pour moi, il y a un travail de pédagogie à faire ou d'expliquer en face à face. Pas forcément, du coup, si ça se fait a posteriori, d'essayer de faire en sorte que ce soit en face à face pour que justement la personne... oui, elle a humilié, oui, elle a agressé, oui, tout ça, mais en fait, du coup, elle, ça sert à rien de refaire la même chose, quoi, et donc du coup, le prendre en face à face et d'expliquer les faits. Et ensuite, peut-être que tu auras un point à rajouter, j'entendais des points, mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire en amont aussi.
et d'avoir, alors je ne sais pas comment est-ce que ça se passe à la base dans les différents bars, mais d'avoir un peu ce goal volant qui est sensibilisé pour la soirée. Alors évidemment, il fait son travail au bar et tout ça, mais il y a, je sais pas, tel ou tel serveur, serveuse du moment qui a cette casquette en plus pour la soirée. Alors, en fonction du rush et tout ça, je sais comment c'est. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a un peu cette charge-là, et ça change tous les soirs, ou tous les 3 soirs, en fonction de comment vous faites. Comme ça, au moins, la charge, elle se répartit. Et le radar, il est plus là. Et en fait, c'est comme dans n'importe quelle soirée, truc, qui a la charge mentale de cette chose-là. Et en tout cas, il y a une asso qui s'appelle Conscientis qui travaille avec tous les établissements qui bossent sur la nuit, quoi. Et donc c'est plus axé sur les boîtes et voilà, mais qui font ce travail de pédagogie, et ils viennent à la demande des institutions, des bars, des clubs, etc. Et donc ça peut aussi être intéressant pour les équipes d'être sensibilisées à ça, et comme ça au moins après vous mettez en place éventuellement les choses qui peuvent déclencher ou les conseils qu'ils peuvent vous donner. Très bien, merci beaucoup Colline. Du coup, sans plus attendre, on va passer à la seconde partie de notre table ronde. Et donc, c'est Magali qui va nous en parler. Donc, une partie sur le sujet de la charge mentale. Magali. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à toutes et à tous. Ça commence bien. Non, je ne suis pas du tout féministe. Merci d'être venue là, et je suis un peu timide parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Pourtant, je présente des statistiques de sites web devant des commerciaux enragés au travail, mais là, c'est un peu différent. Et en plus, dès que j'ai un micro, à tout moment, ça peut partir en karaoké, donc c'est compliqué. Donc ce soir, on est 2 normalement à faire la présentation, mais mon acolyte qui me filme a des soucis de gorge, et du coup, c'est compliqué pour elle de parler forcément. Hein. C'est le principe. Et du coup, on voulait vous parler de la charge mentale, qui est un sujet de prédilection qu'on aborde souvent sur notre compte Instagram Unité. Et je voulais commencer avec une question qui est la suivante. Comment percevez-vous cette phrase que je vais vous énoncer de manière plutôt positive, ou normale ou anormale en tout cas? Donc il va y avoir une levée de main. Je vais vous demander de voter en fait comment vous la percevez. Donc la phrase c'est j'aide tous les jours ma femme, ma conjointe, à faire le ménage à la maison. Est-ce que cette phrase vous paraît totalement normale ou anormale? Donc levez la main ceux qui la celles qui la considèrent comme totalement normale. Je la répète, j'aide ma femme, ma conjointe à faire le ménage tous les jours à la maison. Donc celles qui la trouvent totalement, celles et ceux qui la trouvent totalement normale, levez la main. Ok. Donc vous la trouvez anormale, cette question, cette phrase, d'accord? Bon bah c'est bien, on est déjà avec un public averti. Donc effectivement, bon, j'avoue que je m'attendais à quand même 2 ou 3 personnes qui disaient bah non, merci Patrice. Donc effectivement, la charge mentale, c'est selon le Larousse, c'est un poids psychologique qui fait peser, et plus particulièrement sur les femmes, même si elle existe aussi chez les hommes, un poids qui donc fait peser la gestion des tâches domestiques, éducatives, qui engendre en fait une fatigue physique, mais surtout psychique. Donc elle est un petit peu invisible et pourtant très présente dans la majorité des foyers dans le monde, et surtout et en France pour nous. Il y a quand même 8 femmes sur 10 qui déclarent avoir trop de choses auxquelles penser et avoir peur d'en oublier. 2 femmes sur 3, donc 67%, considèrent qu'elles sont davantage touchées que les hommes, selon l'Ipsos. La charge mentale, en fait, elle ne s'arrête pas à la charge ménagère dont on parlait juste avant. Elle va aussi bien au-delà, comme par exemple la charge de l'organisation de la vie sociale. C'est souvent les femmes qui sont à l'initiative des organisations des vacances, des Noëls, des cadeaux.
des anniversaires, des invitations. Et puis cette charge, elle est aussi parentale, domestique. Par exemple, à l'école, quand on a des enfants, pourquoi c'est toujours les maîtres et les maîtresses qui appellent en premier les mères? C'est assez révélateur de la perception de la femme comme identifiée comme responsable de la maison. Et puis aussi, il y a la charge émotionnelle, puisque en tant que femme, on est plus habitué à évacuer nos émotions, à les aborder que les hommes, qui ont été éduqués majoritairement à les refouler, à pas forcément à se comporter en vrai homme, à pas les extérioriser. Donc, les femmes ont souvent la charge émotionnelle du couple dans la gestion. Donc, souvent, quand il y a un conflit, de se poser, de tenter de savoir ce qui va pas, etc. Là, encore une fois, c'est très généraliste et ça s'applique pas à tous les couples, bien entendu. Et puis, il y a aussi la charge médicale, pour en rajouter une petite couche. La charge médicale, c'est voilà, la gestion des prises de rendez-vous, etc. etc. Donc la charge mentale entraîne des conséquences sur la vie quotidienne, donc il y a un sentiment d'épuisement, donc de la fatigue, du stress, ça fait quand même une mauvaise ambiance dans le couple, hein. C'est des conflits en fait, donc c'est pas très agréable. Ça accentue forcément les inégalités au sein du foyer. Et voilà. Donc en fait, on avait tenté il y a un moment de conceptualiser la charge mentale et de faire des archétypes de 3 femmes qui sont touchées par la charge mentale. Donc la première, c'est la queen. Donc c'est la femme qui a 39 heures au travail, comme son conjoint. Et pourtant, à la maison, c'est elle qui va préparer tous les repas, qui va débarrasser tous les repas après, qui est à l'initiative des listes de courses, qui organise les sorties, les cadeaux d'anniv, les vacances. Mais pourtant, elle n'a pas forcément l'impression d'avoir une charge plus importante. Et puis de toute façon, si c'est pas fait, personne ne le fera, donc il faut le faire, quoi. Donc c'est une personne aussi qui a du mal à accepter que les autres le fassent. C'est un peu voilà, elle a tellement ancré ses habitudes là-dedans que elle se dit au moins ça sera bien fait, ça sera fait, j'ai pas à le demander 50 fois. Donc elle, on l'a définie comme la queen. C'est la boss de la charge mentale. Ensuite, il y a la dame de cœur. Donc c'est une femme qui est un homme qui aide beaucoup à la maison. Donc, qui s'estime hyper chanceuse, qui est hyper heureuse d'avoir un homme qui l'aide. Bon, après, c'est vrai que du coup, quand il part faire les courses, il appelle parce que voilà, qu'est-ce qui manque dans les placards, je sais pas. C'est quand même toi qui es responsable des placards. C'est écrit sur ton CV. Donc voilà, bon, elle trouve ça mignon, mais bon, quand même un peu lourdeau, quoi, au bout de la 10e fois en 1 heure. Donc voilà, cet homme organise les sorties ensemble, mais c'est vrai que c'est toujours la dame de cœur qui, au final, gère tous les imprévus, appelle pour les détails, les horaires, les menus, etc. Donc cette personne a de l'aide, mais encore une fois, elle a une charge qui est assez présente. Et puis il y a un 3e archétype, qui, encore une fois, n'est pas exhaustif et on ne couvre pas l'ensemble des charges femmes et hommes qui sont présentes. C'est l'assistante. Donc l'assistante, en fait, elle, comme son nom l'indique, elle assiste. Donc elle ne porte pas la culotte à la maison. C'est vraiment elle qui aide son mari, qui fait plein de petites tâches au repas quand ils reçoivent des convives. C'est le mari qui va couper le rôti, etc. Mais en fait, cette femme, derrière, elle aura préparé l'entièreté du repas. Mais c'est lui qui va déboucher la bouteille de vin. Donc en fait, elle va assister plein de petites tâches qui sont pas forcément hyper visibles et valorisantes, et qui fera d'elle une assistante. Et par exemple, quand monsieur va chercher les enfants à l'école, c'est lui du coup qui est confronté à la maîtresse, qui va avoir le statut social du super papa qui va chercher les enfants. Mais en fait, derrière, c'est la femme qui aura préparé les goûters et puis qui va faire les devoirs le soir. Donc l'assistante a aussi une charge mentale assez forte, mais moins visible et plus subtile à intercepter.
Donc voilà, encore une fois, c'est pas l'entièreté c'est vraiment un concept qu'on a imaginé nous-mêmes sur notre petit compte Instagram, donc clairement c'est pas exhaustif. Mais voilà, est-ce que dans l'assistance vous vous êtes reconnu? J'ai cru voir un petit sourire. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes dans votre entourage qui pouvaient correspondre à un des archétypes cités, ou est-ce que vous en avez d'autres à évoquer? Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup, parce que c'est hyper intéressant. Pardon. Du coup, oui, je pense qu'on a la plupart reconnu nos mères, en fait, derrière cette image, malheureusement. Mais je me demandais si vos modèles marchaient aussi pour des couples de femmes ou même des couples d'hommes. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a aussi des études qui sont faites? Parce que je pense qu'il peut y a quand même y avoir la violence et la charge mentale aussi bien pour des couples homosexuels. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que nous, on s'est basé sur notre expérience d'hétérosexuels. Et on a vraiment abordé le sujet en se disant, mais c'est vrai que comment ça peut être sur les autres couples, en fait, qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Et on s'est posé la question, on n'a pas forcément la réponse, mais on a évoqué pas mal de choses. Ah, Marlène va intervenir. On espère que sa gorge va tenir le coup. Oui, si je tousse, ne vous inquiétez pas. Alors, pour les couples homosexuels, en général, il y a moins justement cette charge mentale. En revanche, parfois, ça se retrouve. J'avais lu un article où il disait que ça se retrouvait, mais c'est beaucoup moins présent que les couples hétérosexuels, puisqu'on est vraiment, dès l'enfance, dès l'éducation, on dit aux filles de faire la vaisselle, de ranger, beaucoup moins aux garçons. Donc oui, c'est vraiment typique des couples hétérosexuels, mais moins homosexuels, même si ça existe encore. Voilà. D'autres remarques, questions, propositions d'un autre archétype de charge mentale qu'on n'aurait pas encore identifié chez l'homme, chez la femme? Non? Un témoignage. Est-ce qu'on a fait des témoignages? Oui, tout à fait. C'est le but. Ok. Oui. Moi, j'avais une petite question parce qu'en fait, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup, la charge mentale, ça vient beaucoup de l'éducation sexiste qu'on a, donc avec des rôles qui sont très, très genrés. Donc, les petites filles, elles sont calmes et puis elles restent un peu plus à la maison. Les garçons, ils ont besoin de se dépenser, etc. On va en reparler, je pense, dans la partie suivante avec Marie-Noël. Mais comment, aujourd'hui, donc... Aujourd'hui, c'est comme ça. Là, pour l'instant, l'éducation, elle est genrée. On a été éduqués comme ça. On se retrouve dans un couple hétérosexuel où on a chacun eu notre éducation genrée et plus ou moins, ouvert aux idées féministes et plus ou moins au fait, justement, de ces sujets. Comment est-ce que, quand les deux personnes sont de bonne volonté, pouvoir repartager correctement la charge mentale, finalement? Parce que... Voilà, les deux personnes du couple hétérosexuel sont au courant que la charge mentale existe, sont au courant qu'elle pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Comment est-ce qu'on peut réussir finalement, quelles sont les petites techniques pour pouvoir la repartager plus facilement? Merci pour ta question. Alors, en fait, déjà, la première étape, c'est d'en avoir conscience, effectivement, parce que ça permet de mettre des mots et des scènes et du coup, de proposer des solutions puisqu'on les identifie. Le problème de la charge mentale, c'est qu'elle est souvent invisibilisée et en fait, contestée quand on l'évoque. C'est-à-dire, j'en parlais avec un couple d'amis marseillais. Je ne sais pas pourquoi j'ai précisé que c'était marseillais, mais en fait... Lauriane, ma copine, elle a vraiment une charge mentale de la queen, en fait, clairement. Et quand son mari, Lionel, lui rentre à 20h et il s'occupe beaucoup des enfants, etc., mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vit. Et en fait, quand je lui évoque la charge mentale, il se met à rire, en fait. Il l'identifie même pas. Donc la première étape, je pense que c'est vraiment de l'identifier. Et même si on a une éducation qui est vraiment ancrée dans le patriarcat, etc., on peut déjà commencer par cette base.
Ensuite, on avait noté des petites solutions pour les différents archétypes, donc je pense que ça répondra à tes questions. Par exemple, la première étape, ça pourrait être bien de lister toutes les... dès qu'une personne, du coup, doit penser à quelque chose pour le foyer, de le lister, quoi. Tout à fait. Les listes, ça marche super bien. Après, il faut que ça soit l'initiative des deux aussi, mais bon. Alors, la queen, par exemple, le sujet, c'est que quand elle veut ralentir et un petit peu partager, la famille est tellement habituée à ce qu'elle intègre et ce qu'elle englobe tout, qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait plus rien, en fait, Micheline. En fait, non, Micheline, elle fait comme nous, en fait, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et du coup, c'est hyper important de faire une réunion de famille à Noël et d'en parler. Non, je plaisante. Non, mais c'est hyper important d'en parler, en fait, et de mettre les mots dessus, comme on le disait juste avant, en citant les exemples précis. En fait, tu vois, par exemple, je change la litière des chats tout le temps. C'est tout le temps moi qui suis à l'initiative de laver le linge de la maison. Pourquoi? Je comprends pas. J'ai un diplôme je sais pas. Donc, c'est hyper important d'en parler et de situer les scènes précises parce que ça rapporte du concret et puis voilà, les personnes ont toujours besoin de preuves. Pour les autres, ça revenait aussi à faire des listes. Alterner les tâches aussi, ça peut être une belle opportunité de montrer à l'autre ce qu'on fait en fait. Parce que forcément, moi je sais que mon copain il déteste mettre la housse de drap, la housse de couette. Non mais au bout d'un moment, c'est pas compliqué quoi. On a tous des couettes Ikea avec les trous sur les côtés. Donc bon, on s'est dit la housse de couette, c'est bon, je prends la charge de la housse de couette, mais du coup tu prends la charge d'autre chose. C'est aussi faire des compromis de couette mais des fois qu'il ait une petite piqûre de rappel en faisant un peu la couette parce que c'est chiant. Il faut qu'aussi ils vivent ce que c'est d'être cette charge de couette quand même. Non mais là j'allège le truc en rigolant, mais c'est important de alterner les tâches pour que chacun puisse se projeter dans le quotidien des autres en fait, et puis de tout simplement le comprendre et le prendre à sa charge à son tour. Donc voilà, je pense que c'était tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des problématiques que vous avez rencontrées déjà. Alors c'est encore moi. Je suis là à cet événement pour un vrai sujet. Non, mais en fait j'ai ce truc-là de moi quand j'en parle avec mon compagnon de vie, parce qu'on en parle quand même depuis le tout début de notre relation et on s'engueule que sur ça. C'est vraiment le seul sujet récurrent. Et en fait souvent il y a ce truc parce qu'on parle aussi à un moment d'avoir des enfants et tout ça, et moi ça me fait très très peur juste que ça accentue le déséquilibre. Et en fait, il y a toujours ce truc de oui, mais bon, au fond, la solution miracle, c'est de prendre une femme de ménage. Et en fait, moi, je vois ce piège-là. Et en fait, parfois, j'ai du mal à verbaliser pourquoi. Oui, peut-être, en effet, quand on aura un bambin qui courra partout, c'est cool d'avoir une aide un peu en plus. Mais en fait, pour moi, c'est des choses qu'on doit faire dans notre vie. Et j'ai vraiment du mal souvent à expliquer pourquoi pour moi, c'est pas une solution. Et que en effet, pourquoi c'est moi qui essaye d'enlever cette tâche de la nappe et que toi tu t'intéresses pas au sujet. C'est pas que je suis passionnée par les tâches de nappe, mais que j'aimerais bien que tu te sentes concernée aussi. Et on va pas déléguer tout ça à une femme de ménage ou mettre la housse de couette quand on aura les moyens d'en avoir une. Et je trouve souvent, en tout cas dans le milieu un peu lequel je suis, qu'il y a souvent cette solution qui est amenée. En tout cas par les compagnons, souvent, c'est pas grave, on prendra une femme de ménage et puis tout sera super merveilleux, puis on aura une bonne. J'ai même entendu des trucs comme ça. Donc je me dis, il y a un peu ce piège-là, comment on répond à ça et comment on explique pourquoi ça va pas. En fait, c'est vrai que la solution de la femme de ménage, c'est un peu dévier le sujet. C'est juste une charge qui est déviée sur une autre femme. Donc, clairement, c'est pas une solution. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Donc effectivement, je pense que faut aborder le sujet avec l'angle suivant, le partage. C'est, je pense, la réussite d'un couple, le partage des tâches et puis après, sauf si tu as une superficie de 300 mètres carrés et qu'effectivement à deux c'est impossible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas non plus un but inatteignable de faire un coup d'aspi et de serpi chaque semaine et un gros ménage, donc tourner peut-être les choses comme ça en disant non mais on n'a peut-être pas besoin de ça, on peut peut-être juste en fait s'organiser, se faire une liste, se la répartir et avancer comme ça. Je pense que ça peut être
une bonne étape pour aborder ce sujet et effectivement enlever l'idée de la femme de ménage qui clairement n'est pas une solution. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est juste repousser le problème qui se repoussera ailleurs, puisque comme on l'a vu, la charge mentale, elle n'est pas que ménagère, elle est aussi médicale, etc. Enfin, elle est sur plein de sujets, et notamment les enfants. Donc, dans ce cas-là, il va falloir prendre un docteur à domicile, une babysitter à plein temps. Enfin, c'est pas jouable. Moi, je vois en plus deux choses, qui est que déjà la charge mentale. Enfin, du coup, là, en parlant des listes, c'était intéressant parce que c'est toujours très difficile à déterminer parce qu'en plus, l'attente sociétale, familiale, etc., est de toute façon toujours plus forte sur les femmes que sur les hommes, sur comment on gère notre foyer. C'est que si le ménage n'est pas bien fait quand on accueille des gens, c'est pas l'homme qu'on va juger, c'est la femme dans un couple hétéro. C'est toujours comme ça. Si là, on veut absolument que justement il n'y ait pas de tache, sur la nappe, et ben ouais, c'est parce que si derrière on ressort la nappe et qu'il y a une tache, ça va, c'est pas grave. En fait, disons que la vision du reste du monde sur le couple, du coup, sera différenciée entre l'homme et la femme du couple. Donc déjà, pour faire en sorte que les deux personnes du couple se sentent bien et que le couple soit plus égalitaire, il faut reconnaître du coup les attentes différenciées et du coup que la personne qui a des attentes moins fortes, du coup, augmente un petit peu jusqu'au niveau la personne qui va le plus subir finalement ça. Et du coup, sur le sujet clairement de prendre une personne pour faire le ménage, c'est déléguer le problème à une personne qui est plus précaire, plutôt. Enfin, les problématiques d'inégalité de charge mentale dans le couple, en tout cas de charge domestique dans les couples, parce qu'en plus, là, pour le sujet des enfants, c'est encore différent, où c'est clairement très, très inégalitaire. Mais sur la charge domestique en soi, dans des couples sans enfants, plus le couple est riche, moins il y a d'inégalités, parce que justement, il y a beaucoup d'aides, etc., extérieures. Ça ne veut pas dire que les personnes riches sont plus au fait des combats féministes que les personnes pauvres. Ça veut juste dire que, s'il y a un problème, on va prendre quelqu'un d'autre pour payer. Donc ça dépend de si on veut la paix du ménage et qu'on a les moyens, on peut se la payer. Ou alors, si on veut la paix du ménage... mais qu'on travaille vraiment le sujet, du coup, c'est pas la solution, quoi. Je reprends. Est-ce que du coup, il y a d'autres remarques que vous voulez partager à ce sujet de la charge mentale, charge domestique, charge du coup des enfants? Je ne sais pas comment. Charge infantile? Charge parentale. Charge parentale, c'est mieux. J'ai l'impression d'être la seule à poser des questions, mais j'en ai plein. En fait, je repensais tout à l'heure à l'assistante. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement le bon exemple auquel je pense, mais moi, j'ai souvent mon compagnon qui me dit « Ah, mais j'adorerais qu'on invite des gens. » Et moi, souvent, je réponds « Bah, vas-y. » Enfin, invite des gens, et puis moi, je serai là. Enfin, organise tout le truc, et moi, je suis OK pour être là. Et en fait, souvent, il le prend d'une manière un peu genre, il n'y a pas de solidarité entre nous quand je dis ça, et c'est pas bien pris. C'est-à-dire que quand j'ai cette réaction de bah oui, moi j'ai pas envie de m'en occuper, t'as envie d'inviter des gens, t'invites des gens et je serais très contente que t'invites des gens. Bah il y a ce truc et il y a souvent une remarque et parfois il y a pareil, genre quand on demande de l'aide sur une tâche et que je suis là, débrouille-toi, cherche tout seul. Enfin moi pareil, je cherche sur internet. Il y a ce truc de bah ouais mais c'est cool de soutenir et tout ça et parfois j'ai du mal à répondre à ce truc-là pour dire bah non c'est pas en fait que j'ai pas envie de t'aider ou que j'ai pas envie de tout ça, c'est juste que du coup en général en effet ça pèse sur moi. Et que là, ce serait bien que tu prennes le lead du truc et que moi, je te suive et que je sois un peu peinard, quoi. Mais en fait, c'est là qu'il y a toute la subtilité de prendre le lead et de prendre la charge. Parce que, en fait, ça se trouve, vous aurez une charge égale, mais c'est lui qui aura été à l'initiative, ou du coup, c'est toi qui va être à l'initiative des invites, de gérer le menu, de qu'est-ce qu'on va manger. Viens, on va acheter. Vous allez acheter tous les deux, en fait. Et c'est toi qui vas avoir la charge. Et c'est tout là, en fait, que le côté psychique, il pèse, en fait, et que ça fait la différence. Donc, c'est plutôt de dire, très bien, lance les invites, je te suis, il n'y a pas de souci. Oui, mais t'es pas motivé. Bien sûr que je suis motivée. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, c'est plutôt se mettre dans la position de l'assistante. Qu'est-ce que tu veux acheter? T'as prévu quoi pour le repas ce soir, du coup? Ou alors rien dire. Encore pire, on attend qu'il n'y ait rien prévu. Et qu'à 19h30, il y a des libéraux qui se pointent. Mais non, c'est plutôt de tourner les choses comme ça en lui disant OK, comment ça se passe du coup?
ouais, les questions peut-être larges. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as prévu? Pour montrer qu'on s'investit. Voilà, je cherche à savoir comment ça va se passer, parce que j'ai envie d'y aller à cette soirée. Enfin, j'ai envie qu'elle se passe, mais je te place organisateur, en fait. Donc voilà. Je sais pas si ça peut aider. Ouais, la charge de la décision aussi, comme tu veux, comme tu veux. Là, voilà, moi, je ne suis pas organisatrice, c'est comme tu veux. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie suivante? Non. Du coup, c'est que nous deux, je crois. Non, mais j'ai une question au niveau, comme on sait que les femmes sont plus touchées par les emplois précaires, est-ce qu'il n'y aurait pas un corollaire avec la charge mentale, justement? Le fait que, du coup, comme on part du principe qu'elles ont du temps libre, du fait qu'elles pratiquent un emploi à temps partiel, est-ce que ça n'a pas des conséquences aussi sur un peu les mentalités, justement, dans les couples, en mode, puisque tu ne travailles pas à temps plein, tu as le temps de faire les tâches de ménage, tout ça, qui sont en fait un autre travail. Mais je pense que la charge mentale, c'est un peu un héritage de la femme au foyer des années 50, 30, je sais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est instaurée et qu'elle est clairement présente chez les femmes, et notamment, oui, chez les femmes qui sont anciennement des générations de femmes au foyer, qu'elle est plus présente. Je sais pas si tu voulais rajouter des trucs. C'est que c'est aussi un cercle vicieux. Hein. C'est que clairement, emploi précaire, donc du coup, plus de temps pour faire des trucs à la maison. On a besoin de plus de temps pour faire des trucs à la maison qui ne sont pas payés, donc du coup, moins de temps pour trouver un travail et trouver un travail à temps plein. Et de toute façon, il y a besoin, donc finalement, pas besoin. Enfin, de toute façon, c'est un cercle vicieux et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que tous les sujets autour du sexisme, de toute façon, il y a tout qui se recoupe tout le temps. Et si on rentre dedans, après, c'est fini et on a l'impression qu'il y a tout qui ne va pas. Mais... Ouais. Mais ouais. On pourra en reparler après, peut-être. Après, c'est surtout la charge des enfants, en fait, qui repose encore beaucoup sur les femmes. Et en général, c'est pour ça qu'elles ont des emplois à temps partiel, parce qu'on les délègue aux enfants et à la parentalité. Ça, c'est une des plus grosses charges qu'elles peuvent avoir. Et effectivement, c'est pour ça qu'elles sont dans des emplois précaires, on a du mal à quitter son conjoint parce qu'on se demande comment on va faire, comment on va survivre, en fait. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment le cercle vicieux. Et puis effectivement, toutes les tâches du foyer, elles ne sont pas rémunérées et elles ne sont pas reconnues, ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. En fait, il y a beaucoup plus de femmes en temps partiel que d'hommes. Ça, c'est incroyable quand même. Je ne sais plus le pourcentage, un tiers. Ouais. Et 7% d'hommes en temps partiel. Donc, clairement, elles ne vont pas au yoga pendant leur temps partiel. C'est parce qu'elles ont une charge qui est beaucoup plus importante et qu'au bout d'un moment, le choix, en fait, il est beaucoup plus... dans une vie professionnelle, c'est plus forcément la femme qui va se sacrifier, qui sacrifie sa carrière et se mettre à temps partiel pour s'occuper du foyer que les hommes. Bonjour. J'aurais voulu proposer un 4e schéma. De l'extérieur, les deux personnes du couple ont en gros les mêmes volumes de tâches. Mais en fait, il y en a un qui le fait quand il veut, quand il peut, voilà. Et l'autre, elle le fait quand c'est pas fait. Et ça, dans les couples modernes, on voit souvent ça. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a l'impression que les tâches sont à peu près réparties, voire même, peut-être même plus. Dans les exemples que j'ai, c'est peut-être même plus l'homme qui en fait plus de l'extérieur. Mais en fait, il le fait quand il veut. Et je pense que ça, c'est une charge mentale qui pèse aussi. Ouais, c'est une charge qui est un petit peu, un peu vicieuse, entre guillemets. Est-ce que, quand est-ce que l'homme fait plus sa part de... Quand est-ce qu'il fait plus sa part de travail, du coup, sa part de tâches ménagères? C'est à quel moment? Est-ce que vous avez des exemples en tête ou... Est-ce que c'est par exemple... Non, j'ai par exemple un exemple où c'est lui qui fait les courses, c'est lui qui fait à manger, c'est tout ça. Et donc à chaque fois, je dis à ma copine, mais qu'est-ce que tu as de la chance et tout. Elle dit, mais tu te rends pas compte. En fait, je suis tout le temps derrière. Elle a l'impression d'avoir une charge mentale énorme. Alors que de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il fait tout. Il fait le ménage, il fait... Eh bien non, elle ne le vit pas comme ça. Et effectivement...
Bah, quand il est de garde, il ne le fait pas. Sauf qu'il ne prévient pas forcément qu'il est de garde. Ou bien quand il doit partir, je sais pas quoi, pour son boulot, bah, il n'est pas là. Enfin, quand il part, il part. Il n'organise pas son départ. Tandis qu'elle, si elle doit s'absenter, 3 semaines avant, attention, je vais m'absenter, attention, je prépare ci, attention. Enfin, voilà, c'est ça aussi, ce côté anticipation peut-être. Ouais. En fait, c'est elle finalement qui garde le lead en permanence de la maison, et puis qui anticipe, qui planifie et qui fait les listes, j'imagine. Et puis lui, quand il peut, il aide en fait. Enfin, finalement, ça reste de l'aide. C'est pas lui qui prend le lead véritablement et qui est à 100% toujours moitié-moitié, quoi. Ouais, ça peut être intéressant comme 4e archétype. Merci beaucoup pour cette dernière remarque et pour vos questions et partages. Écoutez, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette table ronde. Donc, c'est Marie-Noëlle qui va nous parler des stéréotypes sexistes et donc comment y répondre, comment les déconstruire, etc. Marie-Noëlle. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir évoqué finalement des pratiques qui sont des pratiques hyper sexistes au quotidien. Et c'est pour ça que je voulais vous parler, moi, du sexisme et des stéréotypes qui sont engagés par le sexisme. Parce qu'en fait, on a très peu conscience, comme ça vient d'être dit très bien, qu'au quotidien, le sexisme ordinaire est terriblement intégré dans notre inconscient collectif, autant les femmes que les hommes, à travers des stéréotypes, et que ce sexisme ordinaire, en fait, c'est vraiment la matrice de toutes les violences et de toutes les inégalités à l'encontre des femmes. Sexistes, sexuelles, économiques, j'ai entendu parler de violences économiques, psychologiques, conjugales, dans l'espace privé et dans l'espace public. Et en fait, toutes ces violences et toutes ces inégalités cumulées, elles sont vraiment le fléau de notre société. Et c'est aussi pour ça que nous sommes toutes engagées pour faire valoir les droits des femmes. Pourtant, depuis 1981, donc ça fait quand même un bout de temps, il y a eu 28 textes de loi qui ont été adoptés et 400 textes réglementaires publiés sur l'égalité ou qui luttent contre certaines violences masculines à l'encontre des femmes. C'est énorme, hein, 28 textes et 400 textes, 28 textes de loi et 400 textes réglementaires. Mais aujourd'hui, malgré tout, les femmes gagnent toujours 9% de moins que les hommes à poste équivalent, 25% en moyenne de moins que les hommes, tout poste confondu. Près d'un tiers des femmes, comme je le disais, travaillent à temps partiel subi contre 7% des hommes. Les femmes retraitées, et là on parle beaucoup effectivement des temps partiels subis toujours, hein. Les femmes retraitées reçoivent une pension en moyenne de 42% inférieure à celle des hommes, c'est-à-dire que les femmes retraitées sont les plus précaires, sont extrêmement précaires par rapport aux hommes. Une femme sur 10 est victime de violences au sein de son couple. 250 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque jour en France. 80% des femmes en situation de handicap, 80% des femmes en situation de handicap ont subi des violences. Une femme meurt tous les 2 jours et demi victime d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. C'est le 20% ce qu'on appelle les homicides en France. Hein. Maintenant, on appelle ça des féminicides parce qu'elles sont mortes parce qu'elles étaient femmes et que leurs conjoints ou ex-conjoints ne voulaient pas leur liberté. Hein. C'est toujours le même schéma. 1,2 million de femmes sont victimes d'injures sexistes chaque année. Passibles, comme Colline vous l'a dit, ce sont des délits, mais personne ne le sait. Et 16% de la population a subi des violences sexuelles dans son enfance, dont une énorme majorité de filles. Tous ces chiffres qui sont quand même assez atterrants quand on les donne comme ça en rafale, témoignent de cette réalité sociologique vraiment extrêmement impactante dans notre vie quotidienne, dans laquelle le sexisme est toujours présent. Ce sexisme, c'est pas que une attitude discriminatoire fondée sur le sexe, comme le dit le dictionnaire, mais c'est une idéologie. C'est une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. C'est aussi un ensemble de manifestations, des plus anodines en apparence, comme des petites remarques, aux plus graves, comme les viols et les meurtres. Ces manifestations, elles ont toutes pour objet de délégitimer, de stigmatiser, d'humilier ou de violenter les femmes et ont des effets sur elles, a priori ou a posteriori,
sur leur estime de soi, donc on en parle beaucoup par rapport justement aux professionnels, à l'école et tout ça, la santé psychique et la santé physique, et en fait une modification des comportements. Les manifestations du sexisme sont multiples. Donc on a parlé là des propos, des représentations stéréotypées, discriminantes, humiliantes, menaçantes, violentes dans la rue, au travail, dans les médias, dans la publicité, les arts, la culture. Les chiennes de garde s'occupent particulièrement de publicité sexiste. Il y en a de moins en moins, mais elles sont de plus en plus perverses en fait, sournoises plutôt. Une suroccupation de l'espace dans la rue, le manspreading, dont vous avez tous entendu parler. J'étais dans le métro là tout à l'heure et c'était assez effrayant. Il y avait beaucoup de monde et je suis sûre que vous ne vous comportez pas comme ça. Mais enfin, la plupart des mecs, ils sont comme ça, donc ils prennent 2 places. Donc nous, on est coincés dans notre siège de l'autre côté. Dans les discussions au travail notamment, le mansplaining, mais dans les dîners aussi, le mansplaining et le mansinterrupting, c'est-à-dire qu'une femme est beaucoup plus interrompue quand elle au travail, quand elle développe son projet, par exemple, ou bien le mansplaining, c'est un homme qui vous explique la vie alors que, ou un sujet, alors que vous le connaissez largement aussi bien que lui. Donc ça, on le trouve partout, dans le privé, dans le professionnel, dans les classes, dans les cours de récréation, dans les espaces sportifs, partout. Il y a aussi, et ça je passerai vite, les atteintes à l'intégrité corporelle, donc les coups et blessures, les agressions sexuelles, ça on en a parlé. Le sexisme imprègne donc toutes les normes sociales, qu'il s'agisse du langage, ça aussi, les chiennes de garde sont spécialisées là-dedans. On a travaillé avec Oser le féminisme pour enlever le mot mademoiselle dans les formulaires administratifs. Bien sûr, pas du tout dans le langage. On n'est pas une police, les féministes, mais mademoiselle, c'est discriminant, c'est sexiste. Les histoires dans les contes, dans les livres, dans les musées, le droit, alors là, il y aurait vraiment tout un travail à faire et toute une conférence à faire, un débat à faire sur comment ça se passe dans les tribunaux, parce que les magistrats sont vraiment à sensibiliser, ils savent absolument pas ce que c'est que le sexisme. Les décisions et les dépenses publiques, et en fait, ça bénéficie d'une très très grande tolérance sociale. Donc, je vais évoquer quelques exemples qui vont vraiment vous parler et qui sont finalement à l'origine de ce que les copines ont raconté là. Il y a les jouets, il y a les manuels scolaires, il y a l'orientation scolaire, il y a les pratiques sportives et les médias. Donc, les jouets, ce sont des outils de confirmation des rôles genrés. Ça fait des années qu'on travaille sur une campagne qui s'appelle Mardu Rose, mais les jouets continuent d'être un moyen d'injonction à un genre, un moyen de construire une image de la virilité d'un côté et de la féminité de l'autre, un moyen de maintenir aussi la norme hétérosexuelle. Les rayonnages de jouets restent majoritairement organisés en fonction du sexe des enfants, maquillage, robe de princesse, aspirateur, poussette pour les filles, armes, voitures, jeux de construction et super-héros pour les garçons. Donc aux filles, il y a l'espace domestique, et les enfants, la beauté, donc le regard de l'autre, toujours. Aux garçons, l'héroïsme solitaire, l'ambition, le pouvoir, le savoir. Ce qui se retrouve après dans les rôles justement de la virilité et de la féminité. Les jouets ne sont pas que des jouets, ce sont vraiment des supports d'apprentissage qui aident au développement des enfants. Alors que 86% des femmes aujourd'hui travaillent en France, pourquoi les petites filles devraient se projeter dans des activités domestiques et uniquement dans des métiers du soin et apprendre à séduire les garçons, donc toujours l'hétéronormativité, dès l'âge de 3 ans. Les filles, dans les études, il y a des études qui ont été faites et qui confirment que les filles sont très tôt persuadées qu'elles sont meilleures pour s'occuper des enfants. 64% des filles de 7 à 12 ans, c'est vraiment jeune, pensent qu'elles sont meilleures pour s'occuper des enfants, alors que seulement 2% des garçons le pensent, ce qui est assez effrayant. Pour cuisiner, 63% contre 3%. Alors bon, j'entends ce que vous dites et effectivement, on connaît toutes et tous beaucoup d'hommes qui cuisinent. Néanmoins, aujourd'hui, dans une étude, les petits garçons pensent qu'ils ne sont pas faits pour cuisiner. Les filles intériorisent aussi le rôle d'objet sexuel au cœur du système patriarcal.
J'ai l'habitude de dire, quand on parle des pubs sexistes, en fait, que les femmes ont un double... une double image, hein, comme les revers d'une médaille, c'est-à-dire que d'un côté, elles sont dans l'espace domestique, elles sont des femmes à la maison, hein, dans la sphère domestique, charge mentale, et de l'autre côté, elles sont des objets sexuels. Donc si on a vraiment eu les deux pratiques quotidiennes, et les femmes ne sont considérées aujourd'hui dans l'inconscient collectif, hein, et pas individuellement, mais en général, soit comme des objets sexuels, soit comme des personnes qui s'occupent de la domesticité. Tout est lié. Si les filles sont exclues des jeux d'aventure, de découverte et de création, elles ne peuvent pas s'intéresser après au domaine des sciences, de l'ingénierie ou du bâtiment au moment de choisir leurs études. La limitation des horizons, de l'horizon pour les filles et l'ouverture sur le monde pour les garçons. Ça s'organise dès le plus jeune âge. Cette segmentation des jeux s'est dangereusement accentuée ces dernières années parce qu'elle sert l'intérêt de l'industrie des jouets. Et là, on passe au marketing, voire au capitalisme, parce que le féminisme est révolutionnaire et anticapitaliste. Vendre des produits distincts, roses et bleus, non interchangeables pour les filles et les garçons, c'est en vendre 2 fois plus. Il n'y avait pas ça il y a 30 ans, on avait des vélos rouges, verts, et ça se passait de garçon à fille. Aujourd'hui, il y a des stylos bleus, des stylos roses, et des cartables bleus, des cartables roses. Et en fait, c'est super compliqué de faire comprendre à un petit enfant de 5 ans, si c'est un garçon, qu'il a le droit d'avoir un cartable rose, et si c'est une fille, elle a le droit d'avoir un cartable bleu. Donc, en plus d'enfermer les enfants dans des rôles hyper stéréotypés, le portefeuille des parents est 2 fois plus sollicité. Les manuels scolaires. Alors là, les manuels scolaires, c'est absolument effrayant. C'est des vecteurs de représentation stéréotypée, mais à 100%. Dans les manuels d'histoire de seconde, il y a seulement 3% des biographies qui sont consacrées à des femmes. Alors, je vais vous donner un peu des chiffres, mais je vous assure, c'est tellement parlant. Sur 1537 documents, textes, photos, articles, qui sont proposés à l'étude dans les manuels scolaires, il y en a seulement 65 qui ont été réalisés par des femmes. Dans les ouvrages de français, sur 13 192 noms mentionnés en histoire littéraire et artistique, seulement 6,1% sont ceux de femmes. 5% des textes littéraires seulement qui sont proposés à l'étude sont écrits par des femmes. Et concernant les manuels de mathématiques, de terminale S et de bac pro, on compte un seul personnage féminin pour 5 personnages masculins. Les clichés plus sournois persistent. Dans un manuel de mathématiques de terminale, la seule femme représentée dans le livre apparaît, je vous le donne en mille, hein, franchement, j'en suis pas revenue quand j'ai vu ça, apparaît dans une double page consacrée aux nombres complexes. On peut voir le dessin d'une jeune femme face à un miroir. Elle se dit « Ils disent tous que j'ai un complexe, mais je le vois bien, j'ai encore grossi. » Bref, dans ces manuels scolaires, la répartition des rôles sexués est très stéréotypée par l'association permanente entre le féminin, la maternité, l'éducation, les soins aux enfants et les activités ménagères. Donc, à l'intérieur de la domesticité, à l'intérieur du foyer. Et pour les garçons, alors parce que là effectivement, dans les manuels scolaires, il n'y a pas l'hypersexualisation. Et l'absence de représentation complète pour les garçons, métier du social, relations père-enfant, activités domestiques et valorisation de comportements virilistes, pas pleurer, pas se plaindre, se montrer fort. Alors ça, c'est vraiment un truc qui est absolument hallucinant parce qu'aujourd'hui, on continue à râler contre les éditeurs de manuels scolaires, mais qui continuent de véhiculer ces choses-là. Donc moi, j'invite tous les parents à immédiatement pointer ce qui ne va pas dans les manuels scolaires parce que c'est vraiment... ça ancre complètement tous ces comportements à l'intérieur, ça grave dans le marbre, quoi, à l'intérieur de l'esprit et de tous les comportements des garçons et des filles, du coup. L'orientation scolaire, elle est indispensable pour l'égalité, on est tous d'accord, hein. Mais, en premier lieu,
Même si on sait que les filles réussissent nettement mieux que les garçons à l'école, elles connaissent moins de difficultés scolaires, elles poursuivent des études plus longues et plus de 45% d'entre elles obtiennent un diplôme d'enseignement supérieur contre 37% des garçons. Mais il n'y a que 27% de filles en école d'ingénieur, alors qu'elles sont 45% en filière scientifique au lycée. Donc en fait, elles passent pas l'obstacle quoi de rentrer dans des filières scientifiques. Je crois d'ailleurs qu'on en a beaucoup parlé avec la fichue réforme Blanquer qui ne permet pas carrément aux filles d'atteindre les maths parce que les filles ne prennent pas maths. Donc les filles pourraient, bon, je crois qu'il est revenu dessus, mais si la réforme était allée jusqu'au bout, les filles, la plupart des filles auraient arrêté de faire des maths en seconde, ce qui est une aberration totale, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de garçons aussi dans les filières considérées comme féminines. 12% de garçons en école paramédicale et sociale et seulement 31% de garçons en filière littéraire au lycée. Et dans l'enseignement professionnel, on se dit que ça peut changer. Eh ben non, 8 filles sur 10, 80% se regroupent dans 4 spécialités de services. Secrétariat, comptabilité, commerce et sanitaire et social. Alors que les garçons sont dans toutes les autres fonctions, sauf celle-là, bien sûr. Enfin, sauf comptabilité et commerce, bien sûr. Donc, le choix d'un métier, il y a une autocensure complète des filles de par tout ce qui leur est arrivé avant, hein, depuis qu'elles sont nées, entre les jouets et mettre un comment ça s'appelle, un dinosaure dans un 4x4, ça crée de l'imagination plus que de repasser ou de faire le ménage. Oui. Les femmes sont plus nombreuses à être diplômées. Elles s'insèrent quand même plus difficilement que les hommes sur le marché du travail. Les étudiantes sont majoritaires parmi les disciplines qui donnent accès à des métiers du secteur public, associatif et social, où les conditions d'emploi sont plus dégradées que dans les autres secteurs. D'ailleurs, on a coutume de dire que les professions féminisées, plus une profession se féminise, comme par exemple les professions d'avocate ou d'infirmière, et plus elles sont dégradées socialement et financièrement, ce qui est absolument effrayant, quoi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. La non-mixité se retrouve sur le marché de l'emploi où, en fait, ça explique une part de l'inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qu'il s'agisse donc de moindres salaires, comme je viens de le dire, comme de temps partiel subi, comme ça a été évoqué. Malgré des progrès, seuls 17% des métiers qui représentent 16% des emplois, sont mixtes en France. Seulement 17% des métiers. Il y a plein de métiers, et bien il n'y a que 17%, ce qui est vraiment ridicule, qui est mixte. Pourtant, la présence d'hommes, par exemple, dans les métiers de soins à la personne ou dans les métiers de la petite enfance, est super importante. D'une part, pour lutter contre le sexisme, justement, dans l'éducation des enfants, et aussi parce que, justement, ça amène des garçons, s'ils ont eu comment ça s'appelle, ceux qui sont dans les crèches, quelqu'un dans les crèches, un garçon dans les crèches, ou un instituteur, ça fait un modèle, quoi. Et comme nous, par exemple, on n'a pas forcément énormément, à part Claudie Aigneret, de modèles de spationautes, c'est ça qu'on dit, d'astronautes, alors que les garçons en ont plein. Les pratiques sportives. Eh ben, dans les pratiques sportives, nous, on a l'habitude de dire aux chiennes de garde qu'il y a deux secteurs qui sont vraiment hyper réfractaires, hyper sexistes, hyper réfractaires à l'égalité, c'est la politique et le sport. Les stéréotypes ont été tellement intégrés pour les femmes dans les pratiques sportives, parce que personne n'a dit à la petite fille de 3 ans de rester sagement assise dans la cour de récréation à papoter avec ses copines, quand les petits garçons courent dans tous les sens. Et en fait, c'est ça qui se passe. Parce que la cour de récréation est effectivement une étude d'une formidable sociologue qui s'appelle Edith Marouet-Jules, qui a prouvé ça. La cour de récréation est le premier lieu sexiste. En termes d'occupation, les petits garçons se trouvent à l'espace central, sur le terrain de foot, et les petites filles sur les côtés et près des toilettes.
Dans les catalogues, alors bon, c'est des vieux catalogues, hein, je dois dire, je n'ai pas regardé là dernièrement, mais dans les catalogues, il y a 4 ans, de Décathlon, Intersport, Go Sport et Sport 2000, les filles n'apparaissent que dans un tiers des photos et principalement dans les rubriques danse et fitness. De quoi conforter et renforcer les stéréotypes. Alors ça se retrouve comme ça sur le terrain. La danse est à 90% féminine, alors que le football et le rugby sont à 90% masculins. Les tenues des sportives également représentent toute une histoire sexiste. Vous avez entendu parler dernièrement, voilà, des handballeuses, où il y a quelques années, le président du club des Dragons de Metz, l'équipe de handball féminine de la préfecture de Moselle, se flattait d'avoir rassemblé 30% de spectateurs en plus depuis que ces joueuses évoluaient en jupette. Oui, absolument. Serena Williams a été stigmatisée pour sa tenue une fois qu'elle a eu ses bébés. Enfin bon, c'est tout à fait symptomatique. Il y a aussi quelque chose dans les équipements publics, c'est que quand on s'intéresse aux équipements publics de votre commune, quand vous vous intéressez aux équipements publics de votre commune sportif, vous vous apercevez qu'un pourcentage énorme du budget est consacré au stade de foot, au skatepark et tout ça, parce que les garçons, ils ont besoin de se défouler, alors qu'il y a 2 salles de danse ou de fitness pour les filles. Et que donc tout ce sexisme se retrouve absolument partout. J'irai vite sur les médias et particulièrement sur les émissions de télé-réalité qui sont là un concentré de sexisme et là du coup complètement vision de la femme hyper sexualisée et ou cantonnée au rôle de faire valoir. J'en veux pour preuve les études du CSA qui ont été extrêmement sévères malgré les efforts et les chartes que signent les chaînes pour ça. Et en fait, ce sexisme, il est véhiculé par des stéréotypes. Ces stéréotypes qui sont omniprésents, qui imprègnent nos imaginaires depuis le plus jeune âge et qui limitent nos projections, nos aspirations, mais aussi les aspirations des garçons. Et le repérage est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, ça imprègne notre quotidien. Donc ces stéréotypes, ils se composent d'un ensemble de croyances à propos des traits censés caractériser les membres d'un groupe. Ils sont socialement partagés et véhiculés et entretenus par l'environnement social. Ils influencent tous nos rapports avec autrui et sont susceptibles de modifier nos jugements à l'égard du membre d'un groupe. Ils ont également une fonction idéologique de justification ou de légitimation du statut asymétrique des groupes dans la structure sociale et sont même éventuellement intégrés, assimilés par les personnes mêmes qui en subissent les conséquences. En fait, ils engendrent toutes les inégalités et toutes les violences subies par les filles et les femmes depuis beaucoup trop longtemps. Ces stéréotypes sont des normes qui font que chaque sexe adopte, depuis le plus jeune âge, le comportement qu'on attend de lui. Par exemple, les filles, encouragées à jouer à des jeux plus doux, sont plus sages, alors qu'il est considéré comme tout à fait normal que les garçons soient plus turbulents. D'ailleurs, il paraît, et ça serait aussi vachement intéressant que alors il n'y a plus d'IUFM maintenant, mais dans les études pour les instituts et les profs, il y ait une sensibilisation au sexisme, parce que les profs et les instituts acceptent beaucoup plus, c'est pas de leur faute, hein, encore une fois, c'est ancré en eux, ils acceptent beaucoup plus les turbulences des garçons que les filles qui sont considérées comme bavardes. En fait, elles sont plus sages. Par la suite, les filles donc se tournent vers des métiers moins payés. Elles exercent des métiers, elles délaissent les filières scientifiques, malgré encore une fois les bons résultats scolaires dont je vous ai parlé, alors que les hommes exercent des métiers plus dangereux, plus stressants et plus difficiles, ce qui fait que malheureusement pour eux, leur taux de mortalité est bien supérieur à celui des femmes et encore une fois, ça perpétue la division traditionnelle des rôles. Pourquoi est-ce que ces stéréotypes existent ? Parce qu'en fait, les rôles attribués depuis des siècles à chacun des sexes sont devenus naturels. La grande anthropologue qui est devenue féministe
par ses études anthropologiques, Françoise Héritier a théorisé cet état de fait par la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire les sexes ne valent pas la même chose. C'est issu, ça serait intéressant, mais c'est pareil, c'est une autre table ronde, mais c'est passionnant. C'est issu en fait de la volonté de contrôle des hommes de la reproduction, le fait de faire des enfants par les femmes. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les deux faces des images des femmes, c'est l'utérus et le vagin. Hein. L'utérus pour les enfants, donc la sphère domestique, la sphère maternelle, et le vagin pour objet sexuel. Donc c'est vraiment... c'est assez dingue de penser que la différence biologique, le fait qu'on puisse faire des enfants, finalement crée cette différence qui nous est très dommageable. Donc, cette valence différentielle des sexes, dont sont issus tous ces stéréotypes de genre, nous enferment dans des rôles spécifiques. Ils nous font croire depuis des siècles que certaines aptitudes ou certains traits de personnalité spécifiques sont spécifiques aux garçons d'une part et aux filles d'autre part, seraient présents dès la naissance. On appelle ça l'essentialisme. Il y a 20 ans, je crois, un bouquin, une pièce de théâtre qui s'appelait « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », qui est une aberration totale et qui est de l'essentialisme total. Et donc, en fait, ça perpétue l'idée que le matériel génétique que nous avons nous conditionne à avoir des rôles différents dans la société, selon qu'on est né mâle ou femelle. Ça fonctionne selon des schémas hyper simplistes et selon aucun fait avéré et prouvé. D'ailleurs, aujourd'hui, la neurobiologie s'y intéresse et je vous invite à lire les travaux de Catherine Vidal, qui est spécialisée dans la plasticité du cerveau et qui a absolument prouvé qu'un cerveau de garçon et un cerveau de fille, deux cerveaux de filles sont plus différents qu'un cerveau de garçon et un cerveau de fille. Deux cerveaux de garçon sont plus différents qu'un cerveau de fille et un cerveau de garçon. Ces images simplifiées, ces idées reçues structurent toute notre vie sociale, comme on vient de le voir. Elles imposent des rôles. Les femmes sont moins scientifiques, plus douces, plus bavardes. Elles sont dépensières, elles aiment le shopping. Tout ça, on le retrouve dans la pub, donc dans la marchandisation, donc dans le consumérisme, donc dans le capitalisme. Elles sont multitâches, bien sûr. Sensibles, empathiques, mais bien sûr, elles sont incapables de lire une carte. A contrario, les hommes sont bien sûr bagarreurs, toujours attirés par la compétition, attachés à leur voiture, ce qui est aussi des injonctions à la virilité totalement épouvantables à suivre pour plein d'hommes aussi qui se sentent maltraités eux-mêmes d'être obligés de reproduire ces stéréotypes. Donc, ça nous... Je termine là. Ça façonne et influence nos attitudes et nos comportements, et ça reste ancré dans nos croyances collectives. Malgré tout, la question de l'égalité est essentielle parce qu'elle doit sous-tendre la société dans tout son ensemble, parce que vivre en égaux et en égal est forcément plus agréable, non seulement pour nous, mais aussi pour les hommes. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Est-ce que vous avez des interventions à ce sujet ? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé on a parlé des manuels scolaires, mais alors, il y a une autre manifestation de la domination masculine qui s'est vue, que j'ai pu observer moi-même et que sûrement d'autres personnes dans la salle ont pu observer en milieu scolaire. Vous avez sûrement déjà vu une jeune fille être envoyée chez le directeur parce que voilà, elle a les épaules un peu trop visibles ou le collant un peu trop transparent, je ne sais quelle connerie dans le genre, mais sachant que ça, je n'ai jamais vu un garçon faire l'objet de ce genre de remarques. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi, hein, parce que je suis curieux de l'entendre. Mais du coup, avec toujours l'excuse à la con de c'est parce que c'est trop provoquant. Et alors, du coup, là, on touche à un autre truc qui est de dire que
que c'est trop provoquant, mais du coup, ça revient à dire qu'en fait, les garçons sont incapables de contrôler leur bite, quoi. Et en fait, là, je me suis dit que en fait, chaque stéréotype de genre qui vise une femme a en fait son pendant chez les hommes. En fait, chaque stéréotype misogyne a son pendant, je dirais, misandre. Par exemple, sur le fait de s'occuper des enfants, le pendant misandre, ce serait un homme n'est pas capable de le faire, ou ce genre de choses. Et en fait, il y aurait pas d'autres exemples, mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole trop beaucoup. Et du coup, ça montre que quelque part, ce système de domination, mais tout le monde a à y perdre. Et c'est là aussi que vous touchez quand vous dites qu'il y a des hommes qui en souffrent, qui se sentent mal d'avoir à abandonner à ces injonctions. Moi-même, je suis dans une phase de réflexion vis-à-vis de ça, quoi. Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser trop. Grosso modo, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup pour témoignage. Mais c'est ça, en fait, quand on parle de sexisme en général, de toute façon, ça touche tout le monde parce que c'est des injonctions qu'on a de tous les côtés et personne ne peut répondre complètement au modèle qu'on essaye de nous donner. Hein. Parce que quand on parle des modèles masculins, on parle aussi de masculinité toxique, puisque justement, c'est une masculinité qu'on force aux hommes, une masculinité qui est dominatrice, qui va être violente. Enfin, voilà, que des stéréotypes qui sont pas positifs pour quelqu'un, quoi. C'est hyper utile pour défendre le féminisme parce que souvent, quand on parle de féminisme, on passe pour des hystéros révoltés, etc. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant ton approche parce que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Et effectivement, c'est intéressant d'approcher comme ça. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres interventions dans la salle ? Moi, j'avais une question sur l'évolution dans le temps. Parce qu'on a fait effectivement avec notamment Marie-Noëlle un parcours d'il y a 30, 40 ans, etc., les origines, etc. Est-ce qu'il y a une évolution qui est rassurante ? Quelle est la tendance de votre point de vue, vous, en tant que femme et intervenante ? Tu as tout à fait raison. Ça évolue heureusement, mais ça évolue au prix de lutte, au prix de souffrance, au prix de stigmatisation, d'hystérisme notamment. Il est vrai aussi que le mouvement MeToo, enfin en tout cas pour moi qui suis vraiment une ancienne féministe, le mouvement MeToo a donné un coup de pied absolument extraordinaire dans la fourmilière parce que personne n'imaginait que des filles glamour à Hollywood, riches, belles, qui avaient l'air d'être autonomes et indépendantes, subissaient finalement ce que nous subissons en général. Donc le mouvement, il a été mondial et pour le coup, ça a finalement réveillé. Alors, je dirais pas que c'est un nouveau féminisme, mais en fait, probablement, en tout cas, une prise de conscience extrêmement intéressante. Par exemple, dans les médias. Réellement, les médias se sont mis à parler féminisme, à avoir des journalistes dédiés. Et ça, c'est vraiment depuis 2017. Ça n'existait pas avant, quoi. C'était vraiment la 18e roue du carrosse, le féminisme, alors qu'aujourd'hui, c'est dans les mœurs. Et aujourd'hui, on voit aussi... pas dans les mœurs, enfin, on le voit tous les jours, effectivement, notamment dans les médias, mais on le voit aussi dans toutes les manifs. Heureusement, la dernière manif Nous Toutes était absolument formidable. Alors, je ne dirais pas qu'il y a autant de garçons que de filles, mais enfin, il y a 10 ans, il n'y avait pas de garçons du tout. Et ce fameux jour extraordinaire sur la place de la République, MeToo, donc c'était, je sais plus, septembre 2017, quelque chose comme ça. Enfin, c'était 2017, mais je me souviens plus du mois. C'était extraordinaire parce qu'il y avait énormément de garçons qui accompagnaient leurs copains, leurs compagnes, leurs sœurs, leurs cousines, leurs mères, pour témoigner
des violences et des inégalités qu'elles subissaient à cause de ce sexisme, venu, bien évidemment, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, du patriarcat, de la domination, enfin le patriarcat qui arrive à la domination masculine. Et tout à l'heure, on a parlé de travail gratuit des femmes. Il est évident que le patriarcat s'est aussi développé, finalement, comme le capitalisme, qui s'est développé sur l'esclavage et qui s'est développé aussi sur le travail gratuit des femmes. Il y a vraiment deux façons de rentrer. Les hommes, enfin un certain nombre d'hommes, se sont enrichis et ont créé ce système économique en écrasant les personnes qu'ils pensaient inférieures. On peut peut-être donner son avis toutes les trois. De mon côté, je trouve que ça évolue. On avait observé notamment la marque Lego qui avait stoppé l'étiquetage filles-garçons sur ses jouets. Donc c'est quand même un grand groupe de jouets qui distribue ces jouets un peu partout dans le monde. Donc on avait trouvé ça hyper intéressant et prouvant que voilà, il y avait une certaine évolution. Moi, je travaille chez Orange. Orange organise avec la fondation Orange des événements sur Women Tech pour donner l'accessibilité aux femmes aux métiers de la tech qui sont, voilà, comme tu l'expliquais tout à l'heure, trop souvent inaccessibles ou peu abordés dans la phase de choix d'études. Et donc ça évolue. En revanche, ça évolue aussi pourquoi ? Parce que l'accès aux informations, il est beaucoup plus présent parce que les technologies sont beaucoup plus accessibles. On a tous des smartphones maintenant, on a tous Instagram, etc. Donc on partage beaucoup plus vite le contenu et le gouvernement en a beaucoup plus conscience, etc. Du coup, ça prend de l'ampleur en fait. Mais est-ce que c'est parce que ça évolue ou est-ce que c'est parce que les moyens digitaux nous permettent davantage de visibilité ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus visible, en tout cas, ça c'est sûr. Même s'il y a encore énormément de travail. Moi, je voulais juste rajouter un truc. Ce que je vois évoluer, c'est que, bon, alors là, on est des femmes autour de ce panel-là, mais les sujets sont aussi beaucoup plus investis dans toutes les sphères de la société, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que comment est-ce qu'on veut se définir. De plus en plus, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se dire qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, on a le droit d'intervenir sur une scène qui nous paraît pas normale, on a le droit de dénoncer, on a le droit d'aller porter plainte. Et le fait que de plus en plus on éduque autant, on le disait, les petits garçons que les petites filles, c'est pas simplement, faut éduquer les femmes à savoir comment réagir, faut éduquer évidemment les hommes à comment agir. J'enfonce une porte ouverte, mais n'empêche que quand on prendra cet angle-là vraiment, en évitant de se dire que c'est les femmes qu'il faut éduquer et que en fait il faut éduquer tout le monde, on aura sûrement encore plus avancé, je pense. Ça c'est très important. J'avais une... Ah oui, pardon. Eva et Mathieu. Alors moi j'ai deux questions. Il y en a une, vous parliez tout à l'heure de la théorie essentialiste et je ne sais pas si vous avez, parce que là vous aviez parlé de Catherine Vidal sur le cerveau, mais est-ce qu'il existe un bouquin qui compile toutes les idioties qu'on peut avoir, enfin qu'on peut entendre, comme ce truc de les hommes sont agressifs à cause de la testostérone et c'est ça en fait qui justifie qu'en fait ils sont plus violents et plus turbulents et enfin moi j'en ai entendu comme ça un paquet et donc je sais pas s'il y a un truc que je peux offrir à mes amis qui disent ce genre de truc histoire de m'économiser de longues mais si regarde sur ce site et ce genre de choses, donc ça peut être très utile et si c'est pas écrit j'encourage quelqu'un à l'écrire s'il vous plaît, ça serait vraiment génial. Et ma deuxième question, c'est on parlait tout à l'heure de moyens d'action et en fait quand vous parliez tout à l'heure du côté le rose, etc., j'ai eu cette image de moi en train d'acheter je sais plus comment ça s'appelle, les trucs pour faire du vélo, là, qui nous permettent de pas avoir mal aux fesses, à Décathlon pour un gros long voyage à vélo et voir que le mien était uniquement en rose, enfin en noir et rose, que celui de mon mec était en noir ou une autre couleur qui n'était pas du rose, que je me suis dit, j'ai pas le choix que de me balader dans toutes mes vacances en rose et de, du coup, représenter quelque chose que je déteste. Et je me suis dit, quels moyens on a en tant que nous, citoyens, citoyennes, contre des entreprises, par exemple, comme Décathlon, qui est quand même une entreprise française sur laquelle on pourrait agir en disant, surtout là, avec quand même toutes ces valeurs et ce féminisme qui monte et qu'on dénonce, de dire, mais en fait, honte à Décathlon de continuer à faire ça, et du coup de nous obliger, d'être plus ou moins obligés de porter ça sans... sinon, on est obligé d'acheter des trucs je sais pas où et de faire 20 000 magasins juste pour pouvoir porter une autre couleur que du rose, quoi. Alors, les réseaux sociaux
déjà, parce qu'effectivement, tu as raison, ça a été extrêmement efficace. Notamment par rapport à la vague MeToo, les réseaux sociaux, c'est très important. Et puis, je t'indique un site qui s'appelle, pas un site d'ailleurs, un compte Twitter d'une copine qui s'appelle Pépite Sexiste et qui a fait plier quelques marques. Mais en fait, les réseaux sociaux, ce qui est très chouette, c'est que effectivement, quand tu partages ta selle rose et bleu, rose et noir, le rasoir rose, le bic rose, etc. Ça permet finalement aux gens de se rendre compte qu'il y en a partout. Parce que nous, individuellement, c'est vrai que d'abord, on ne voit pas tout, et puis on a un peu des œillères. Tu parles de la selle, mais en fait, si tu regardes le site Pépite Sexiste, il y en a absolument partout. Donc oui, il faut réagir. Je parlais tout à l'heure des manuels scolaires. Moi, je pense que... alors bon, c'est un peu une action militante. Hein. Moi, je suis une militante... de cœur réellement depuis le début, mais et tout le monde n'est pas militant, ça demande du temps et de l'engagement, mais en fait on peut tous réagir quand on trouve une pub qui va pas, une selle qui va pas, un catalogue qui va pas, un slogan qui va pas, et à ce moment-là, réseaux sociaux, juste toute petite réflexion pour savoir à qui je vais adresser ça, qui pourra faire écho. Mais c'est vachement important de ne rien lâcher, jamais, 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 jamais. Et même si les choses évoluent, enfin en tout cas moi, encore une fois, je les ai vues évoluer, vous, j'espère que vous les verrez évoluer aussi de plus en plus, mais en fait, il faut quand même continuer, parce que si on se relâche un tout petit peu, hop, ça repart, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que le féminisme est révolutionnaire, parce que tant qu'on n'aura pas changé de système, on continuera comme ça. Donc vraiment, il faut être accroché. Et puis même au-delà des réseaux sociaux, le dire directement, j'ai été personnellement dans un salon écolo il n'y a pas très très longtemps. Et il y avait un stand où ils avaient plein de sacs de tisane immenses où on pouvait les prendre en vrac. Et il y avait une tisane qui s'appelait tisane féminine. Donc j'ai fait une petite réflexion et du coup la personne qui vendait les tisanes m'a dit oui, on l'a eu plusieurs fois, on va changer. Voilà. Donc juste, je sais pas depuis combien de temps il les avait eus, mais juste le dire, enfin le voir, on se dit non mais ça c'est pas possible. Donc juste j'ai dit tisane féminine, vraiment, vous avez une tisane masculine ou pas? Il dit oui, on sait, on va changer. Voilà, c'est tout. Une simple petite réflexion. Donc finalement ça peut faire bouger une chose. Et alors sur la première question, je n'ai aucune idée d'un livre ou d'un compte Instagram, parce que ça c'est le genre de truc compte Instagram qu'on peut trouver sur les remarques un peu essentialisantes. Je pense pas. Allez, nouvelle charge militante maintenant. Est-ce qu'on a d'autres réflexions? Juste, j'avais une question pour revenir sur les réseaux sociaux dont vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous êtes certaine que du coup c'est un bénéfice pour la cause féministe, puisque sur les réseaux sociaux on voit aussi qu'il y a de plus en plus de sexualisation et c'est de plus en plus genré. Peut-être aussi parce qu'il y a l'effet aussi de la télé-réalité, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'au final ça peut desservir la cause plus qu'autre chose, puisque j'ai l'impression qu'en tout cas les jeunes, on est de plus en plus genré et de plus en plus à se revendiquer féministe. Donc il y a un espèce de paradoxe qui se met en place et j'ai pas l'impression qu'il y ait de solution pour lutter contre ça. Je sais pas. Les réseaux sociaux, de toute façon, enfin bon, tout le monde ici en est conscient, hein, c'est le pire et le meilleur, bien évidemment. Moi, je considère que par rapport à la façon dont on militait il y a encore 10 et encore plus 20 ou 30 ans, les réseaux sociaux ont fait avancer la cause. Mais bien évidemment, il y a souvent le revers de la médaille, et là, tu as raison, l'hypersexualisation, le revenge porn, enfin bon, tout ça, les trolls, c'est vrai qu'on se reçoit des tombereaux
tombereaux d'ordures. J'imagine que vous avez ça aussi, vous. Des tombereaux d'ordures dès qu'on est justement un peu révolutionnaire et qu'on porte haut le drapeau des droits des femmes. Il me semble qu'aucune féministe n'a jamais voulu enlever quoi que ce soit aux hommes, mais au contraire, partager les choses autant que faire se peut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de réaction, hein, mais j'espère que dans 20 ans, justement, ça ne sera plus comme ça, parce que les vieux mâles blancs dominants ne seront plus là. Il y a un truc sur les réseaux sociaux qui est du coup assez symptomatique, mais qu'on voit en général dans la société, c'est ce qu'on appelle le backlash, donc le retour de bâton. Et en fait, c'est dès qu'il y a une avancée sociétale, ou en tout cas des combats militants pour faire progresser, par exemple, la lutte antiraciste dernièrement par rapport aux violences policières, ça a fait un énorme backlash du côté de l'extrême droite. Enfin voilà, en fait, c'est toujours dès qu'il y a une tentative d'avancée progressiste. Et que, en plus, l'avancée progressiste, du coup, est plutôt majoritaire dans la société et qu'on sait qu'il va y avoir une avancée, les personnes conservatrices vont faire un énorme retour de bâton et ça va être très fort. Et avec les réseaux sociaux, effectivement, les luttes progressistes se sont accentuées et ont pu être étendues au maximum de personnes, mais aussi les réseaux conservateurs. Donc c'est pour ça qu'on ressent beaucoup ça. Mais justement, autant de retours de bâton, c'est aussi parce que les luttes avancent vraiment. Donc on peut les voir comme ça quand on en a un peu marre, et quand on a un peu marre, on peut juste quitter Twitter 3 secondes, c'est bon, allez, je vais me faire une tisane et regarder une bonne série et ça va bien se passer. Une tisane féminine, j'espère. Et je rebondis sur la partie télé-réalité. Je ne sais pas si tu as suivi récemment les contes de Maëva Guénam, les histoires de bains, je ne sais pas si c'était elle qui avait fait des bains pour le vagin, pour purifier, etc. Ou non, c'était le rétrécissement, les pilules, ou elle a fait les deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, je prends un exemple concret, ma petite sœur qui regarde ce genre de choses. S'il n'y avait pas eu toute cette polémique sur les réseaux, finalement, elle n'aurait jamais eu l'envers du décor. Et le fait que c'est pas bien, moi, je ne regarde pas ce genre de choses, je n'aurais pas été au courant. Et il y a eu quand même des mots posés sur ça, des fausses excuses de sa part, etc., mais qui ont permis peut-être à des centaines de filles de se dire « Ah ben ouais, en fait, j'avoue, j'ai regardé ça à la télé sur la chaîne, c'est peut-être pas cool, en fait. » Donc je pense que c'est quand même pas que du plus, mais au moins ça permet de partager des choses à grande envergure qui sont publiées sur la télé, qui sont juste imbuvables, et pourtant elles sont là, quoi. Juste pour je ne sais pas s'il y a des enseignants ou des profs dans la salle, mais moi je rêve qu'il y ait un module à l'école et au lycée, enfin dans toutes les classes, sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un grand mot, mais vraiment juste de se dire avec 4 questions, pourquoi je commente, pour qui, qu'est-ce que j'apporte au débat. Et il y a une 4e question, mais enfin voilà, et de au moins sensibiliser au maximum, de dire ok, il y a des réseaux sociaux, ok, c'est une force, c'est une puissance, on peut faire un plaidoyer de dingue avec les réseaux sociaux, mais comment est-ce qu'on les utilise vraiment, et se souvenir, parce que je pense sincèrement que certaines personnes ne se rendent pas compte en écrivant sur les réseaux sociaux de l'impact que ça peut donner, se dire qu'en face il y a une personne qui est aussi bien et là dans son lit le soir à geeker sur son truc, qui se prend un retour, un message, et qu'en fait on s'en rend. Enfin, je me demande si dans les écoles et les lycées, ou même dans tous les milieux, on se rend vraiment compte de l'impact qu'a notre message en face. Et voilà, donc j'irai voir le ministre de l'Éducation et puis je lui dirai il faudrait rajouter un module. Le prochain. En plus des formations égalité hommes-femmes, un petit module sur les réseaux sociaux. Les modules de formation, notamment à la sexualité, qui étaient avant de l'égalité femmes-hommes, parce que c'est les femmes qui doivent arriver à l'égalité avec les hommes. Ces modules de 3 heures à chaque niveau scolaire, qui sont dans la loi, inscrits dans la loi, ne sont absolument pas appliqués. Donc ça, il faut le savoir. C'est aussi, il faut savoir qu'il y a une volonté politique qui n'est pas là.
Hein, on a eu là 5 ans, soi-disant, avec une grande cause nationale qui, en fait, est absolument risible. J'avais une question parce qu'on veut tendre vers un futur désirable, émancipateur, etc. Et du coup, si chacune d'entre vous, il y aurait une chose à faire. Tu vas commencer par exemple, Colline, avec l'éducation, mais est-ce qu'il y aurait une chose, une mesure, ou une action, ou une priorité que vous aurez, quelle serait-elle, si on prend une par intervenante? Enfin, moi, ça serait vraiment l'éducation. Je viens de terminer par ça, mais oui, éduquer dès 3-4 ans les enfants à décrypter, enfin, à ne pas avoir de stéréotypes, oui, ça me semble absolument indispensable. Et c'est bien pour ça que c'est pas fait. Hein. L'égalité de temps entre les hommes et les femmes sur le congé maternité-paternité. Ça, pour moi, ça changerait beaucoup de choses dans la société. C'est à la portée du prochain président. Donc, clairement, ça serait celle-ci. Bah, du coup, je vais être un peu redondante sur l'éducation, mais moi, je rêve que la formation Nous Toutes ou qu'une autre formation, mais voilà, quand je vois ce qui est écrit dans cette formation de violence sexiste et sexuelle, il y a d'autres organisations qui font des trucs très très bien. C'est pas pour plaider pour ma paroisse. Cette formation-là, je rêve d'avoir l'autorisation de la dupliquer. Parce qu'évidemment, vu les sujets qu'elle apporte, qu'elle met sur la table, on ne les aborde pas de la même manière avec des enfants de maternelle que de primaire, que de collège. Mais je rêve que cette formation-là, elle soit obligatoire et que ce ne soit pas juste justement ce module-là qui est déjà obligatoire de 3 heures, mais que ça fasse partie presque d'un cours de maths, quoi. Et que, alors il y a peut-être un peu moins d'heures par semaine, mais voilà, qu'elle soit dupliquée dans un programme. Et en fait, si on change, on le disait tout à l'heure, si on change les choses en profondeur, structurellement, progressivement, on a déjà vu une avancée depuis 30 ans. Mais on ne va pas se contenter de ça, donc on va continuer. Et structurellement, je pense que la formation dès le plus jeune âge sur les sujets sexisme, etc., et sur la sexualité, c'est la clé. Une clé. Oui. Moi, je dirais complètement autre chose. Mais d'abord renverser le capitalisme, mais c'est un peu difficile. Donc, pour commencer un peu plus tranquillement, supprimer l'héritage et le redistribuer équitablement à tout le monde. Voilà. D'ailleurs, en ce qui concerne l'héritage, est-ce que tu sais qu'il est aussi différencié selon les femmes et les hommes, hein ? C'est que inconsciemment, l'héritage de tout ce qui est mobilier va plutôt aux garçons et de tout ce qui est argent va plutôt aux filles. Et 5 ans après l'héritage, on sait très bien que l'héritage mobilier a pris de la valeur alors que l'héritage d'argent n'a pas pris de valeur. Et ça, ce sont des notaires qui m'ont dit ça. Quand j'ai fait le colloque sur les violences économiques faites aux femmes, encore une fois, j'ai quand même un petit background de féminisme et je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Comme par exemple, dans les banques, les femmes qui vont ouvrir un compte joint avec leur compagnon, elles abandonnent leur compte perso, alors que leurs compagnons gardent leur compte perso. Elles abandonnent leur compte... Non, mais probablement pas vous, mais en général, c'est la directrice générale de la Fédération française bancaire qui nous l'a dit. Et tu te dis qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas inégalité. Moi, j'avais juste une question, parce que vous parliez beaucoup de formation. Et en fait, moi, je me demandais si elle existait. Alors, c'est peut-être un autre truc que je devrais faire en plus du livre, mais ça n'existe pas. Mais en fait, on parle beaucoup des enfants et d'éducation, et je pense que c'est ça pour les nouvelles générations. Mais je me dis, les gens aujourd'hui, genre moi, par exemple, et mon compagnon, je trouverais ça super utile qu'il y ait des formations où je puisse venir, parce que même là, en fait, je me dis, par exemple, j'aurais pas pu faire ces réflexions si mon compagnon était juste à côté de moi, parce qu'il les aurait pas très bien prises, je pense. Mais des formations où on puisse dire, bon bah ok, on est conscient du problème, on a eu cette discussion, et on va à cette formation où toi, tu te sens dans un espace safe, où tu vas pas avoir l'impression qu'on t'attaque tout le temps, mais tu es ok pour entendre des choses et peut-être bouger ta mentalité. Moi, je me rends compte que souvent, par exemple, quand je conseille des bouquins ou ce genre de choses à mon compagnon,
il se dit ouais non mais en fait, voilà, ça va aller, je me sens attaquée et donc j'ai pas envie d'aller voir. Et parfois je joue un peu sur le côté tu vois, honnêteté intellectuelle, genre va regarder au moins les trucs que je te conseille. Mais je me dis qu'il manque un peu ce truc d'espace sécurisant aussi pour, en tout cas les partenaires qui se retrouvent à se dire je vais être, là par exemple tout le monde va être de ton côté et en fait personne du mien et du coup j'ai pas envie de venir quoi. Donc je sais pas si ça existe ou s'il y a des choses qu'on peut faire alors qu'on n'est pas enfant et que du coup on peut pas avoir ces formations d'emblée. Je redonnerai la parole à Colline par rapport à nous toutes, mais des formations ou de l'information sur, encore une fois, les droits des femmes, l'égalité, les violences, etc. Il y en a partout, tout le temps sur Internet, tout le temps. Il y a des événements, en fait, après, il faut que vous vous inscriviez. Internet, c'est pareil, hein, c'est le meilleur et le pire, comme disait la personne précédente, mais il y en a tout le temps. Il y a un groupe qui s'appelle Feminist in the City, il y en a 50 000, plus les formations Nous Toutes. Et ça, vous le trouvez sur Internet, et vous êtes, on en parlait tout à l'heure, vous êtes derrière votre écran avec votre compagnon, et vous pouvez discuter après. Hein. C'est pas que des choses en public, quoi. Et vraiment, si vous vous y intéressez, il faut chercher un peu, mais une fois que vous avez cherché, ça va vous tomber tout cuit dans votre boîte mail. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, la formation des violences sexistes et sexuelles, elle n'est pas du tout réservée aux femmes. Justement, elle est réservée à personne. En fait, c'est vient qui veut. Et donc peut-être qu'au début elle a dû se rôder et voilà, mais en tout cas là actuellement elle est ouverte à tout le monde. Et si vous voulez pas la faire ensemble en étant à côté parce que vous vous sentez pas à l'aise, et en fait chacun peut la faire de son côté. Il y a quelques événements en présentiel, mais c'est vrai que c'est très facile de pouvoir les faire plutôt à distance. Et voilà, et l'avantage c'est que c'est un point de vue. Justement, ça part du droit, c'est juridique, ça pose des faits, ça pose des points, voilà ce qui existe, voilà ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et après, en fait, du coup, tu déroules la pelote de ton côté. Et donc, il n'y a pas de... il me semble pas que dans cette formation, les hommes puissent se sentir attaqués dans ce qu'ils sont. C'est des faits et c'est ce qui existe. Et... du coup, la question se pose si on a l'impression d'être attaqué sur tel et tel agissement. Du coup, c'est que ça fait son travail et que c'est positif. Voilà. Pour les formations, où je pense que c'est hyper important que les hommes et les femmes puissent y aller. Et il y a une asso qui, pareil, ça c'est sur Instagram aussi, We Are Safe. Je ne sais plus s'il y a Place derrière. Et qui, pareil, tous les dimanches, donne des conférences sur des sujets assez variés. Et là, ça peut être aussi intéressant d'y aller à deux. Et du coup, évidemment, on ne posera pas les mêmes questions, on ne fera pas les mêmes remarques, mais la personne à côté emmagasinera, quoi. Ouais, pour le coup, je dirais que ça dépend déjà de la volonté des deux personnes. Hein. C'est clairement, on peut pas forcer quelqu'un à vouloir faire des formations, etc. Après, il y a des fils Instagram qui sont très bien faits et c'est facile de l'avoir dans son fil et de voir un post de temps en temps. Par exemple, il y a Nos Alliés les Hommes. Nos Alliés les Hommes, c'est une page Instagram où il y a justement, c'est de la pédagogie qui est faite expressément pour les hommes qui, du coup, ne vivront jamais le sexisme parce que personne non sexisée dans l'espace public, mais du coup qui permet de comprendre ce que c'est, de comprendre comment réagir et comment être un allié. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, moi en fait, je me dis en effet sur les violences, je vois plus je trouve ça plus facile. Je me disais un peu plus sur la charge mentale. En fait, je me dis peut-être que c'est pas des formations, mais des sortes de cercles de parole, par exemple, de couples qui ont conscience qu'il y a le problème, qui quand ils discutent entre eux, ça tourne en rond et parce qu'en fait, au bout d'un moment, on revient toujours aux mêmes choses et de dire en fait, on va partager avec d'autres couples, peut-être qu'ils ont partagé leurs tips. Et aussi que du coup, par exemple, le compagnon ou le partenaire qui, lui, se sentirait un peu attaqué, disent, genre là, j'ai un alter ego en face, donc si je puis dire, tu vois, quand elle me dit ça, je pense ça, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'il y a un peu ce truc-là, où parfois, moi, je me sens un peu seule dans mon truc toute seule, je demande un peu à mes copines, mais voilà, moi, je reviens avec les trucs de mes copines, et mes copines, elles ont dit ça. Et donc voilà, en fait, ça aide pas à ce que l'autre se sent autant inclus. Et donc j'ai l'impression qu'il manque un peu ce truc, et c'est vrai que les outils sur Internet sont très bien, mais ils sont jamais aussi bien, je pense, que l'échange humain.
Je connais la page Instagram Tapenca, qui fait aussi justement, qui essaye de faire un petit peu des rencontres, etc. Voilà. J'ai pas en tête de compte Insta ou de réseau social, de compte réseau social dédié à la charge mentale, même si nous sur le nôtre on en parle pas mal. Par contre, effectivement, nous on va se lancer dans des petits ateliers et conférences bientôt, et clairement ce sera un de nos sujets. Donc on se croisera à ces occasions, j'imagine. Bah écoutez, merci tout le monde. Je pense qu'il est temps de conclure. Merci d'avoir été présent. Merci à nos 3 intervenantes. Donc, Colline Hervé, Magali Contarini et Marie-Noëlle Bas. Merci à toutes les 3. Vous pourrez retrouver la formation en ligne et en replay sur la page de Génération 10e. C'est ça ? Génération 10e. Et voilà. Et un grand merci à la base de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. C'est un super endroit. Pour les personnes qui sont en ligne, si jamais vous passez à Paris, si vous n'êtes pas ici, ou si vous êtes à Paris et que vous avez envie de passer un temps sympa, donc la base, 31 rue Bichat, dans le 10e arrondissement. Et donc, il y a souvent des conférences, des ateliers, ou alors vous pouvez simplement passer, boire un verre ou un café. Je pense que vous serez accueillis avec des grands sourires. Voilà. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine fois.